Fabienne Maillefer, bonjour. Oui, bonjour Isabelle. Je suis très touchée que tu aies accepté cet entretien, puisque tu es quand même la référence dans le monde de la communication animale intuitive. Tu es psychopédagogue, psychotraumatologue, hypnothérapeute et spécialiste en communication animale. Tu as débuté ta carrière en tant qu'infirmière, puis tu as obtenu de nombreux diplômes que je ne vais évidemment pas tous évoquer ici. Cela fait 25 ans que tu te spécialises dans la communication avec le monde animal. En 2002, tu as fondé l'école de la conscience qui est dédiée à cette pratique. Et tu es également auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet, notamment la communication animale intuitive et accompagner son animal en fin de vie et autres encore gâteries dont tu nous parleras du contenu plus tard. J'aimerais commencer peut-être cet entretien par la question des questions. Est-ce que tu peux nous expliquer, chère Fabienne, qu'est-ce que la communication animale intuitive et comment est-ce qu'elle est venue dans ta vie? Comment tu l'as découverte? D'abord, j'aimerais juste aussi dire que je suis pas la référente en communication animale, mais c'est pour ça que j'ai grimacé tout à l'heure quand tu as dit ça. En fait, je suis une des référentes. Excès de modestie, excès de modestie. Non, pas du tout. Je suis une des référentes parmi d'autres référentes en com animal. C'est vrai que ce qui m'a intéressée beaucoup dans la communication animale, c'est de réunir l'invisible et la science. Et peut-être de ce point de vue-là, effectivement, j'ai une valeur de référence parce que j'ai essayé dès le départ de me dire, mais finalement, la com animale, comment ça fonctionne avec ce corps-là, avec notre intelligence, notre cerveau, notre capacité humaine, comment est-ce que ça fonctionne? Et donc la communication animale intuitive, elle fait partie de moi, mais pas seulement avec les animaux, mais avec le vivant, depuis petite. Alors je le raconte dans mes bouquins, je vais peut-être pas m'étaler beaucoup là-dessus, mais en gros, depuis toute petite, pour moi, tout était vivant et tout parlait. Et j'avais la possibilité de dialoguer autant avec les arbres qu'avec les fleurs, qu'avec les animaux, qu'avec les cailloux. Enfin, comment ça s'exprimait quand tu étais petite? Est-ce que tu parlais avec tout ce qui t'entourait à voix haute? Alors oui, complètement. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de vivre dans un milieu proche de la nature et mes parents avaient un chalet que j'adorais, qui était dans la montagne, dans une clairière et où on avait les biches qui venaient nous dire bonjour, où j'allais régulièrement me balader. Alors ça c'était extraordinaire parce que ma mère avait une confiance folle en moi puisque dès l'âge de 6 ans, elle me donnait une montre, elle me disait voilà, quand les aiguilles sont là, il faudra que tu reviennes. J'avais un petit sac à dos avec mon petit pique-nique, ma petite gourde, etc. Et je partais dans la nature et je revenais raconter des histoires où j'avais été parler à une marmotte, j'avais été parler à un écureuil, où j'avais croisé un renard, où j'avais été voir un vieux monsieur qui avait des chèvres pas très loin de là où j'étais. Puis après, je repartais, puis il y avait un petit chemin où il y avait des fougères. Je parlais aux fougères, je parlais aux petits ruisseaux. Enfin, c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Moi, je vivais vraiment dans le monde de Narnia. Et quand j'ai vu le film Le Monde de Narnia, je me suis dit ah bah il y a des gens qui ont le même monde que moi. Donc c'était extraordinaire. Et c'est pas juste des souvenirs d'enfance enjolivés. Ma mère me racontait il y a encore pas très longtemps de ça. Ça c'est un souvenir que je n'ai pas. Mais derrière le chalet il y avait un rocher et il y avait des lézards. Et elle me disait c'est incroyable, tu parlais aux lézards et les lézards te suivaient. Donc ça c'est des choses dont j'ai pas moi gardé le souvenir. Mais je me rappelle avoir effectivement, depuis petite, entendu les animaux, avoir une envie d'être proche d'eux, alors que je venais pas d'une famille qui avait des animaux à la maison. En plus, on était tous un peu allergiques aux poils d'animaux, donc on a eu un chat à un moment donné. Mais c'était clair qu'il fallait que j'aille vers les animaux, et notamment les chevaux. Ce qui fait que très rapidement, mes parents m'ont amené vers les chevaux, en se rendant compte que l'équitation, c'était un truc, pour moi, assez extraordinaire. Après, j'ai toujours fait preuve d'une imagination débordante. J'ai beaucoup écrit. Depuis gamine, en fait, j'ai écrit des poèmes, j'ai écrit des romans, je racontais des histoires à ma petite sœur extraordinaires avec des loups, avec lesquels je pensais avoir parlé, parce qu'il n'y en avait pas du tout à l'époque là où j'étais. Mais j'intégrais des histoires que les marmottes me racontaient, ou que l'écureuil que j'avais croisé me racontait, ou que ma tortue Caroline racontait aussi. Et donc la communication animale intuitive, pour moi, c'était quelque chose d'inné, c'était quelque chose qui faisait partie de ma vie. Et quand, dans le cadre d'une formation que je suivais en thérapie de type shiatsu
avec le cheval, c'est là que je découvre qu'en fait, ce que je fais, ce que je vis est quelque chose d'un peu extraordinaire, mais qu'il y a d'autres gens qui vivent ça comme moi, parce que la prof... alors je ne sais pas si j'ai le temps de raconter l'anecdote, parce qu'elle est quand même assez intéressante. On était dans un lieu où on recueille des chevaux à la retraite, et là on faisait certains soins énergétiques avec ces chevaux-là, de type shiatsu, manipulation de points énergétiques et tout ça. Et à un moment donné, on part vers un cheval, et le cheval me dit « Ah non, fais-moi pas le coup du parapluie. J'en peux plus, moi, du coup du parapluie. » Puis je me dis « Mais c'est quoi cette histoire ?» Et donc, j'ai dit à la prof qui intervenait, j'ai dit « Excuse-moi, mais là, il y a un problème avec le cheval. Le cheval dit « Ne faites pas le coup du parapluie. Est-ce que ça te parle ?» Et là, la prof me dit « Alors ça, c'est dingue, parce qu'effectivement, ce que je voulais vous montrer, c'est les points gâchettes, c'est des points de secours qu'on va utiliser quand l'animal a vécu un stress. » Et elle dit « Ah ben, écoute, c'est fou, parce qu'effectivement, on utilise ce cheval qui a très peur quand on ouvre un parapluie. Et en fait, l'idée, c'est de lui ouvrir un parapluie, de voir sa réaction, de mettre en route les points tigres, les points gâchettes dans l'acupressure, et de rouvrir le parapluie et de voir que ça a calmé le cheval. Sauf que le cheval, il a un ras-le-bol de participer à ça depuis des années. Donc, en fait, ce pauvre cheval, il s'est dit, mais il y en a peut-être une ici dans le lot qui a compris ce qui se passe, et donc je vais lui expliquer. Et là, la prof, qui s'appelle Lisbeth, me dit « Mais toi, tu es une animal communicator ?» Puis je dis « Je sais pas, c'est quoi cette histoire ?» On est au début des années 2000, 99-2000. Et elle me dit « Mais tu sais, aux États-Unis, il y a une femme qui s'appelle Penelope Smith. » Et là, elle me raconte ce qu'elle connaît, parce qu'elle a fait sa formation aux États-Unis, et le mouvement des communicateurs animaliers aux États-Unis. Et voilà, c'est comme ça que tout a commencé. Et si tu veux, où j'ai réalisé que j'étais pas toute seule à entendre le monde animal, végétal, minéral et tout ce qui vit, mais qu'il y avait effectivement des personnes qui faisaient même de cela un métier, notamment aux États-Unis. Et ça a commencé comme ça, cette histoire, il y a 25 ans. À la différence de beaucoup d'autres enfants qui apparemment ont ces mêmes facultés quand ils sont petits, mais souvent ils sont interrompus, ce processus de connexion est parfois brutalement interrompu par des parents sceptiques, par des adultes dans leur entourage qui leur disent « Mais non, mais tu racontes n'importe quoi ». Toi, tu n'as pas été confronté aux doutes des adultes qui t'ont stoppé ce don. Ça a été quelque chose qui a pu se vivre jusqu'à aujourd'hui sans interruption, si j'ai bien compris. Alors complètement, parce que la chance que j'ai eue, c'est d'avoir une mère institutrice qui trouvait que j'avais une imagination débordante. Elle s'est pas posé la question de savoir si c'était vrai ou faux ce que je racontais. Je suis née en 1966, donc on est dans les années 70, quand tout ça m'arrive et que je commence à le formuler à la maison. Mais ma mère s'est dit, bon, ma fille, elle a une imagination débordante, elle raconte des choses, elle a plein d'histoires, et elle m'a même proposé, alors plus jeune, de m'exprimer par le dessin, la peinture, voilà, et plus tard par l'écriture, qui a été pour moi un vrai exutoire, en fait. Alors, qu'est-ce que c'est cette fameuse communication animale ? Alors, cette communication animale, c'est la faculté qu'ont les humains, les animaux et le vivant, si on s'arrête aux animaux ici, de pouvoir transmettre des informations plutôt de type émotionnel aux humains. Alors, si je fais un petit cours comme ça en abrégé, on va dire que nous, les humains, nous avons pour parler, pour échanger, pour réfléchir, pour analyser, pour critiquer aussi, pour avoir un certain positionnement, on va utiliser une partie de notre cerveau qu'on appelle la matière grise, ce qu'on appelle aussi le cerveau cognitif. Clairement, peu d'animaux ont de la matière grise dans ce sens-là, ce qu'on appelle aussi le néocortex. Ces animaux-là, c'est plutôt des mammifères supérieurs, comme les dauphins, comme certains chimpanzés, les bonobos. Mais clairement, c'est pas avec ça qu'on va travailler en communication animale. On va travailler avec la compréhension du monde vu par les émotions. Or, nous, dans ce qu'on a appris dans notre quotidien, à l'école, c'est qu'en fait, le monde, c'est un monde qu'on analyse, c'est un monde qu'on vit de manière rationnelle, organisée, matérialisée, et très peu émotionnelle. Là, je parle de notre culture occidentale, parce que dans la culture orientale, on va retrouver d'autres choses et on est plus proche de comprendre de comprendre la communication avec les animaux. Et donc, quand je m'adresse à un animal, je ne vais pas m'adresser à lui
avec mon cerveau, mon mental, comme on dit. Je vais m'adresser à lui avec ma conscience, qui est en fait une partie de moi qui est connectée à mon intuition. Et cette intuition-là est elle-même connectée à mon corps. Et en fait, on va dire en clair, j'ai deux systèmes de compréhension dans la vie. Soit je comprends de manière analytique, scolaire, avec ma matière grise, et ça c'est important. Donc 1 + 1 = 2. Exactement. Soit je comprends avec les messages que mon corps reçoit, et ces messages-là, je vais les interpréter, je vais les comprendre, je vais créer ma cartothèque personnelle de compréhension des informations émotionnelles que me communiquent à travers une forme de conscience les animaux, mais aussi le vivant en général. Est-ce qu'on peut dire que tu traduis certaines émotions que te transmettent les animaux sous la forme d'images qui te permettent après coup de raconter ce qui se dit ou ça se peut être vit des pour l'autre? images, mais en réalité, c'est les 5 sens. C'est-à-dire que je vais autant recevoir des informations gustatives, olfactives, des informations auditives, des informations de clairsentience, des sensations de comment ça se passe. Je vais pouvoir décrire un poil d'un animal, et le tout fait le visuel en réalité. Alors souvent, les gens pensent que la communication animale intuitive, tout ce qui relève de l'intuition, c'est comme une espèce d'écran vidéo sur lequel tu passes un film. Bon, il s'avère que c'est pas tout à fait comme ça. En fait, il faut être capable de se rendre compte qu'est-ce qui vient de la perception gustative, olfactive, sensitive, etc. pour créer ce film. Sinon, on va être dans l'interprétation et la surinterprétation. Et c'est ce à quoi on arrive aujourd'hui, où il y a beaucoup de dérives aujourd'hui dans l'utilisation de l'intuition, parce que méthodologiquement, il y a une étape qui est loupée. C'est-à-dire que lorsque je reçois des informations intuitives, il faut d'abord que je comprenne par où elles s'inscrivent dans mon corps et quelle est ma cartothèque. Comment je perçois, par exemple, la joie chez un animal? Comment je perçois qu'il est triste? Comment je perçois qu'il est contrarié? C'est des émotions qui sont très différentes l'une de l'autre et qui sont de moins en moins évidente pour les humains. Parce que le fait d'avoir par convention aplani en fait la possibilité pour les humains d'exprimer leurs émotions clairement parce qu'il ne faut pas faire trop de vagues, en fait les modulations émotionnelles, elles sont ravalées, elles sont plus très claires ou alors elles sont excessives. Parce que si je prends une émotion comme la colère, que tout le monde connaît, c'est pas la même chose d'être en colère, d'être en rage ou d'être contrarié. Et pourtant, c'est une modulation qui est dans le spectre de la colère. Comment je fais si je ne suis pas capable d'identifier cela, moi, en termes d'émotion, chez moi, pour reconnaître l'émotion chez l'autre? Donc ce travail-là, de compréhension de l'émotion de l'autre, c'est le gros travail qu'il y a à faire et qui prend beaucoup de temps. C'est ce que j'expliquais à mes élèves à l'école de la conscience, c'est la création d'une cartothèque émotionnelle qui va me permettre de différencier ce qui m'appartient de ce qui appartient à l'animal. Parce que je peux par exemple trouver ton animal triste. Si je me fie à, ça y est, il est levé sur le tapis, il est un petit peu avachi, probablement qu'il préférait, comme il fait très beau dehors, aller faire le fou dehors. Très bien. Mais est-ce que ça veut dire qu'il est réellement triste? Est-ce que c'est une tristesse qui est justement liée à l'instant parce qu'il aimerait bien plutôt jouer dehors? Est-ce qu'il est simplement pensif, réflexif, et moi j'ai interprété ça comme la tristesse, etc. etc. Ou est-ce que c'est une tristesse qui m'appartient? Alors ça peut être aussi une tristesse qui est la tienne exactement, ou la mienne. Donc toutes ces modulations-là, ça demande une grande expertise de soi avant toute chose. Et pour moi, le cadeau de la communication animale intuitive, c'est pas de faire de la communication, c'est d'être en communication. Et d'abord, je suis en communication avec moi, avec le qui je suis, c'est-à-dire l'être infini que je suis. Et ensuite, je peux accueillir d'autres êtres et pouvoir les accompagner dans leur démarche. Alors, tu vas nous apprendre plus tard, au cours de cet entretien, par où commencer si on aimerait développer cette faculté de communiquer avec notre animal de compagnie. Mais déjà, est-ce que tu veux nous donner quelques exemples, s'il te plaît, ou nous partager des anecdotes de ton travail avec un chien, avec un chat, avec un lapin, avec un poney, un âne, une ânesse ou un cheval?
Alors, des anecdotes, c'est difficile de choisir parce que à ce jour, j'ai pas des milliers, des dizaines de milliers de communications à mon actif. Je dirais que les anecdotes les plus marquantes sont les anecdotes où j'ai eu l'impression à un moment donné qu'il y avait une vraie rencontre entre l'adoptant, ou qu'on appelle aussi le maître ou le propriétaire ou le gardien de l'animal, et l'animal. Parce que pour moi, la communication animale intuitive, c'est avant tout de la relation d'aide. Les gens qui viennent demander une consultation sont des personnes qui sont en difficulté avec leurs animaux à un moment donné et qui aimeraient trouver une solution parce qu'ils sont allés voir leur vétérinaire, parce qu'ils sont allés voir un comportementaliste, et ils sont toujours vraiment ennuyés et démunis et impuissants face à ce qui se passe. Alors, il y a des choses, par exemple, je pense à une anecdote avec un poney qui, lui, était vraiment pas du tout confortable dans sa vie. Alors, sa maîtresse, elle s'en rendait bien compte, hein, parce que le poney, il cassait les barrières, il cassait les fils, il filait toujours ailleurs. Elle a changé, je sais pas combien de fois d'écurie, et chaque fois, c'était la même histoire. Et donc, quelqu'un lui dit, bah, tiens, appelle Fabienne Maillefer, et puis demande-lui ce qui se passe. La première chose que le poney dit, parce que moi, je travaille en direct, alors il y a plusieurs manières de travailler en communication animale, c'est-à-dire que les gens prennent rendez-vous sur mon agenda en ligne, ils m'envoient leurs photos 5 minutes avant l'entretien, 2-3 minutes avant l'entretien. Moi, j'ouvre la photo et en même temps, je téléphone aux gens. Je ne sais pas, j'ai juste leur nom, leur téléphone et leur adresse mail, mais je ne sais pas où ils sont ni où ils vivent, et je veux surtout pas avoir de détails. Et là, j'ouvre mon téléphone portable et je vois la photo de l'animal et je dis aux gens, ok, je vais d'abord lui demander, un peu comme dans un speed dating, comment est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il a envie de raconter dans sa vie. Et là, le poney, dont je ne savais rien d'histoire, me dit, ah, mais moi, je ne sais pas encore combien de barrières il faudra que je casse dans ma vie pour qu'enfin elle comprenne que le problème, c'est pas les endroits où je suis, c'est que je ne veux pas vivre seule. Moi, je veux retrouver ma petite ponette Shetland, et là, il décrit en fait une petite ponette Shetland adorable, comme mon ami Polly, si tu as connu cette époque-là. Voilà, même genre, adorable. Et il décrit cette ponette. Et il dit, mais moi, j'étais amoureux et on m'a enlevé de cette ponette, donc je fuis pour aller la rechercher. Et la dame me dit, oh là là, mais effectivement, mais ça remonte à quand même plusieurs années, et vous avez raison. Au moment où on a quitté cet endroit-là, il a commencé à fuguer, à casser les barrières, les fils, etc. Et je dis, est-ce qu'on peut savoir ce qu'est devenu cette ponette? Est-ce qu'elle vous appartenait, elle vous appartenait pas? Non, elle n'appartenait pas à la dame. Et la dame a dit, mais moi, alors je comprends. Mais ce que je peux faire, c'est m'engager à aller rechercher l'histoire de cette ponette, à savoir où elle est. Si cette ponette est à nouveau disponible, enfin pas à nouveau, mais si cette ponette est disponible à quelque part, alors je veux bien le déménager pour qu'il la retrouve. Mais peut-être qu'elle est décédée, parce qu'on parlait d'un temps quand même donné qui remontait à 7-8 ans quand même. Ah ouais. Donc la dame était patiente, parce que ça faisait 7-8 ans que son cheval fuguait tout le temps, à son poney. Et là, elle fait l'enquête, donc elle me rappelle quelques temps plus tard, et elle me dit, on a retrouvé la ponette, j'ai pu retrouver la propriétaire, et la ponette est âgée, mais ça va, et alors on va pouvoir les réunir à nouveau. Et je rappelle le poney et je lui dis, écoute, c'est trop super, on a trouvé. Si tu es d'accord jusque-là, sois patient parce qu'il va falloir que ta maîtresse s'organise, et nous les humains, des fois on s'organise pas aussi vite que ce que les animaux aimeraient. Mais c'est bon, on va vous réunir à nouveau. Et là, le poney me dit, j'y crois pas. Et j'ai ressenti à l'intérieur de moi, tu sais, c'était à la fois, en termes d'émotion, c'était à la fois de la joie, de la tristesse, de l'incompréhension. Il y avait tout ce qu'il avait vécu ces années, où il n'avait pas été compris, où on l'avait traité de caractériel, où on avait... Et tout d'un coup, voilà que là, on avait enfin compris quel était son problème. Et bon, c'était miraculeux qu'on puisse les réunir. Et alors, si par hasard, la personne tombe sur cette vidéo, elle se reconnaîtra. Et maintenant, il coule des jours heureux. Mais non. Et la propriétaire de la petite ponette Shetland est très contente, parce qu'effectivement, la ponette n'était pas non plus très facile depuis. Et c'est aussi un épisode qui est intéressant, enfin une anecdote intéressante pour se rendre compte du lien qu'ont les animaux entre eux. C'est ça. Et si je pense aux équidés, moi je suis un peu spécialisée là-dedans parce que j'en ai eu toute ma vie et je vis avec eux depuis 25 ans au quotidien. Mais souvent, les équidés, surtout les chevaux de centre équestre ou autres,
ils sont transbahutés d'un endroit à l'autre parce que voilà, ça plaît pas aux gens, parce que ils aimeraient ça pour leur cheval, ils veulent toujours autre chose, sans forcément poser la question au cheval lui-même et lui demander qu'est-ce que tu veux toi, pour toi, parce que le cheval est probablement un des animaux domestiqués qui change le plus d'endroits et qui doit le plus faire de deuil de ses copains parce que sa maîtresse pense que c'est mieux qu'on change d'endroit. Mmh. Alors que parfois, nous, on a des exigences où on pense que ça va être mieux. Et puis en fait, le cheval, lui, il est tout à fait bien, il se contente de ce qu'il a. Il a peut-être pas l'écurie 18 carats ou 5 étoiles, mais au moins il a des copains. Si tu te rends compte le nombre de fois où tu dois faire le deuil des copains, sachant qu'un cheval, il lui faut entre 6 et 12 mois pour s'habituer à un lieu. Et un cheval dans sa vie, un cheval de concours par exemple, dans sa vie, il change au moins 15 fois de lieu hein, dans sa vie de cheval. C'est énorme en termes de ce qu'on leur demande d'adaptation et tout ça. Donc on peut demander à un cheval où il aimerait vivre, ou s'il a besoin de déménager, ou s'il est bien là où il est. C'est ça, avant de déménager, on peut déjà lui demander si ça lui va. Parce que ce que nous, on va évaluer du point de vue humain, ben, on n'est pas un cheval, ni un âne, ni un poney. Donc on peut déjà leur demander si ça leur convient ou pas. Dans la mesure du possible, on peut répondre à leurs demandes, mais pas toujours. Hein. Mais disons, leur poser la question, c'est important. Puis on va retrouver la même chose par rapport à différents animaux. Alors tu voulais une autre anecdote? Oui, s'il te plaît. D'un chat. Alors là, j'ai un chat comme ça qui me vient. C'est une chatte qui me raconte que en fait, elle vit dans un appartement tout petit, où elle est sous les toits, elle voit les pigeons, et puis dans le descriptif qu'il y avait, je dis à la personne, je lui dis, mais alors je savais que c'était un numéro en France, forcément avec l'indicatif, et je lui dis, bah, c'est amusant, moi ça me fait vraiment penser quartier Montmartre, Paris, ville que je connais bien, et en même temps elle me montre une autre maison, avec un jardin, une sortie à l'extérieur, des gens qui sont pas vous, qui s'occupent d'elle. Et elle dit, j'aime partager ma vie entre ces deux lieux. Et vraiment, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Mais pour m'y rendre dans ce deuxième lieu, il faut que tu modifies ma caisse. Voilà. Et je dis à la dame, vous comprenez? Puis elle me dit, oui, parce qu'effectivement, mes parents, ils ont une maison. Le week-end, quand je peux, je prends le train. Et ma chatte est dans une petite caisse. Et je sens bien qu'elle n'est pas confortable. Et je suis très gênée parce qu'elle miaule tout le trajet. Et c'est très gênant dans le train parce que les gens se plaignent, etc. Je crois qu'elle avait 1 heure ou 1h30 de train. Et je dis à la chatte, ok, et donc si on te change de caisse, tu voudrais quoi comme caisse? Et là, elle explique la caisse qu'elle veut. Elle veut aussi un certain type de tissu. Et puis, elle veut pouvoir voir et elle dit, j'aimerais bien être en hauteur et pas par terre. Tu vois, que la caisse soit pas posée à terre dans le train. Et tout ira bien, j'arrêterai de miauler. Et ça a été le cas. En fait, la dame a suivi les recommandations de sa chatte, et cette chatte a pu prendre le train, et aujourd'hui, elle vit complètement dans la campagne. Est-ce qu'ils peuvent tomber amoureux, les animaux entre eux? Ah, complètement. Alors, les animaux, ils ont des sentiments d'amour et de fidélité qui sont incroyables. Je crois une des espèces que tout le monde connaît, c'est le loup, et c'est la manière dont le couple de loups va être fidèle, le couple, ce qu'on appelle le couple alpha, va être de la meute, va être fidèle toute sa vie durant, et pour élever sa progéniture, et pour s'accoupler. Et d'ailleurs, on sait, les éthologues l'ont pas mal étudié, que lorsque un couple de loups se perd, enfin un des deux meurt, ou que malheureusement on le tire, hein, et qu'on abat un des deux, il y a vraiment une vraie dépression, un état dépressif chez le loup qui reste, un vrai deuil à faire, et c'est pas dit du tout que le loup se remette en couple le restant de sa vie. On trouve ça aussi chez les cygnes, par exemple. Donc c'est pas qu'une espèce, c'est pas que lié aux mammifères, hein. Le lien d'attachement, il existe dans plusieurs espèces, et par exemple le lien familial chez les corneilles, il est extraordinaire. Et c'est intéressant d'étudier comment les corneilles entre elles sont des mini-sociétés organisées, hiérarchisées, avec des corneilles qui veillent sur les petits cornillons, je crois qu'on dit, pendant que les parents vont se nourrir, etc. Il y a des nounous, c'est passionnant. En fait, le monde animal est un vrai exemple à la fois de démocratie, à la fois
de famille, d'amour universel, et on a beaucoup à apprendre d'eux, de la manière dont on les traite souvent. Comment dire ça? On On sous-estime. sous-estime vraiment, mais extrêmement largement, les capacités d'amour, de don de soi, d'amour universel qui existent au sein du monde animal, et en même temps le côté sauvage, parce que je suis pas en train de dire que le monde sauvage ou le monde des animaux c'est les bisounours, hein. Surtout c'est effectivement très violent, on voit des scènes de chasse ou même quand le renard vient prédater nos poules, c'est des choses qui sont vécues par nous violemment et aussi par les poules qui se font prédater. Mais on est dans un cycle de vie où tout est comment dire ça? Équilibré, mais surtout on est dans une réalité vraie. Personne ne joue un rôle ou essaye de faire bonne figure à mauvais sort, ou voilà, chacun est ce qu'il est, avec alors je dirais pas la dualité bon et mauvais, avec juste un équilibre. Construire et détruire. C'est ça, mais en même temps au nom de la transformation des cycles. Exactement, c'est ça. Et on est dans le vrai cycle de la vie. Et c'est ce que la communication animale intuitive vient nous apprendre aussi. Est-ce que tu peux développer ce point? En quoi est-ce que la communication animale intuitive permet de nous mettre en résonance avec ce cycle de transformation du vivant? Alors, les animaux, ils nous apprennent surtout à prendre conscience de leur énorme intelligence environnementale. En fait, on a réduit les animaux à des bêtes, hein, pendant longtemps. Ensuite, on a catégorisé, on a dit il y a des animaux sauvages, puis après il y a des animaux de rente, domestiqués mais de rente, hein. Et puis après il y a des animaux domestiques qui vivent dans les maisons, des animaux de compagnie. Puis aujourd'hui, on a des animaux, on va dire, qui sont des vrais enfants de la famille, hein, qu'on considère vraiment comme des partenaires d'un système social et familial. Et en fait, les animaux, ils ont une intelligence que nous n'avons pas, c'est l'intelligence environnementale. C'est-à-dire que nous avons perdu. Ils ont conscience que tout est en lien. C'est-à-dire que aujourd'hui, mes ânes, hein, qui sont dehors là dans les prés en ce moment, ils ont conscience que c'est le printemps, que voilà, il y a les premières primes verts qui sortent, qu'il y a une énergie X ou Y actuellement qui se passe dans la ferme, qu'il y a quelqu'un qui est là, avec qui j'ai un interview. Tout ça, ils ont cette conscience de tout leur environnement et de ce qui vibre. Et ils ont conscience aussi que tout est utile. Ils n'ont pas de jugement sur... je pense par exemple aux mauvaises herbes, tu vois. Je veux dire, il n'y a aucun moment, un cheval, un poney ou un âne se dit chez moi... Oh là là, une mauvaise herbe. Il va simplement pas la manger, parce que pour lui, ce n'est pas quelque chose d'intéressant. Mais il va pas émettre un jugement. Alors que nous, dans cette manière que nous avons de vouloir dompter la nature, de vouloir la contraindre, la façonner comme elle nous arrange, on a été à l'envers du bon sens. Et je crois que de plus en plus les gens s'en rendent compte. Et on a été contre la nature elle-même, c'est-à-dire suivre le flot. L'animal, lui, il est en hiver, il va ralentir. Moi, je vois mes animaux, je vis avec eux toute la journée. Donc, ils vont ralentir le rythme, ils vont se mettre au rythme de la lumière. Voilà, il y a l'herbe un peu gelée, ils vont gratter, ils vont manger 2-3 brins d'herbe, puis ils vont profiter quand l'herbe repousse, etc. Ils vont prendre du temps, là, ces jours où il y a du soleil. On a eu toute une période de froid intense et de bise dans cette région. Tu vois, dès qu'il y a un rayon de soleil, ils sont là. Donc, ils ont une manière contemplative et rythmée d'appréhender leur environnement. Et le fameux carpe diem, ou le vivre à l'instant donné et ne pas se projeter dans le futur ni dans le passé, eux, ils l'ont complètement. Ça ne veut pas dire que c'est des inconscients pour autant. Mais leur conscience environnementale, quand ils sont dans un environnement qui leur convient, leur permet d'être des êtres équilibrants pour nous. Et j'ai vraiment l'impression que la mission des animaux de compagnie depuis une dizaine d'années a vraiment changé. Peut-être parce qu'il y a une conscience à travers la communication animale qui s'est développée. Il y a une conscience que les animaux ont une conscience et que ce n'est pas juste des bêtes pour un grand nombre d'entre nous. Et qu'en fait, ils ont un rôle vraiment régulateur aussi émotionnel des humains. Ils en prennent pas mal, hein.
c'est les animaux tendresse, c'est les animaux de substitution de la solitude, c'est les animaux qui nous amènent du pétillant dans notre vie, de la joie. Tu parlais de ton chien Alovski, tu veux le prendre absolument avec toi, bah oui, parce qu'il fait partie de toi, et c'est tout à fait normal. Mais toutes ces choses-là font que aujourd'hui, moi je pense que l'humain, il faut vraiment qu'il s'intéresse aux animaux avec un autre regard que le regard qu'il a eu jusqu'à maintenant de pauvre bête, hein, en dessous, c'est-à-dire avec une question de hiérarchie, l'humain ayant tendance à se placer au-dessus. Ou bien exutoire aussi. Aussi exutoire, tout à fait. Il y en a qui se défoulent malheureusement sur leurs animaux parce qu'ils ne peuvent pas exprimer leur colère et leur frustration sur quelqu'un d'autre. Et malheureusement, ces animaux sont leurs victimes. Oui. Et les animaux, en fait, ont cette capacité de lisser et d'harmoniser. Si on est à leur écoute, en fait. Ils font un énorme boulot avec nous et il faut vraiment être reconnaissant. Et ce que me disent les élèves qui suivent les formations actuellement que je donne, ben les élèves disent mais c'est incroyable. J'avais eu une personne en supervision ce matin, une participante à un de mes stages, et elle me dit mais tu sais c'est incroyable cette formation, ça m'a bouleversée. Ça a changé ma vision du monde, et c'est quelqu'un qui a plus de 50 ans. Elle dit, ça a changé tellement de choses, parce que tout d'un coup, je comprends, à travers les yeux des animaux, combien des choses auxquelles j'avais jamais donné d'importance est important en réalité pour nous les humains, pour notre propre équilibre. Et combien aussi, cette personne disait, je dois m'occuper aussi de moi et de mon corps, que j'ai toujours négligé, que j'ai mis de côté. Alors que je me rends compte que les animaux, ils prennent beaucoup de temps à méditer. On pense souvent que nos animaux, ils dorment. Alors je dis souvent à mes élèves, non, les animaux, ils ne dorment pas. En fait, les animaux méditent une grande partie du temps. Ah, bien sûr, ils dorment aussi, mais disons, ils méditent, ils sont en lien avec ce qui se passe autour, en résonance. Ils s'arrêtent. Nous, on est en résonance avec quoi? On passe notre temps à répondre à notre téléphone, à courir partout, aller d'un rendez-vous à l'autre, et puis je suis pas mieux que tout le monde, hein. C'est à quel moment que je m'arrête pour dire où j'en suis. Donc les animaux, en fait, ils ont cette faculté de pouvoir aussi nous amener à nous arrêter. Parce que quand tu as un chien, à un moment donné ou à un autre, il faut bien qu'il sorte et puis qu'il aille faire ses besoins, et puis que, si possible, tu ailles te promener avec lui, et quand tu es dans la nature, automatiquement, quand on est dans la nature, notre rythme ralentit pour être au juste rythme. Et le ralentissement, pour moi, c'est une des clés que nous donne le monde animal, de dire slow, tranquille, cool, comme diraient les jeunes, hein, c'est attends, prends ton temps, apprécie. Au début, quand j'allais promener mes animaux, mes chiens, j'en ai eu quelques-uns comme ça dans ma vie, au début, je disais toujours aux gens, je répondais au téléphone, je disais c'est mon bureau de campagne. Maintenant, j'essaie de le faire pratiquement, enfin, si c'est possible, presque jamais. Parce que je me suis dit, mais si je suis avec ma chienne, en ce moment, si je suis avec ma chienne et que je suis en train d'être en balade avec elle, c'est pas pour être au téléphone avec quelqu'un d'autre, parce que ça veut dire que d'un point de vue attention, je suis dissociée. Je donne une attention à quelqu'un alors que je suis en train de promener avec elle et que c'est un moment privilégié pour elle. Donc, c'est important de prendre le temps de faire une chose à la fois. Et ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde, où on est catapulté dans tous les sens, on est un peu comme des pop-corn, hein, on va un peu dans tous les sens, parce qu'on est tellement sollicité par plein d'informations. Et s'il y a une évolution phénoménale d'Internet et de toute la technologie, une chose est sûre, c'est que notre cerveau, lui, il n'a pas évolué à cette vitesse-là. Et notre cerveau, il n'est pas fait pour recevoir autant d'informations à la minute. Et c'est ça qui crée le fameux burn-out. On entend là des gens qui sont en burn-out, où des fois on se dit, mais attends, comment il fait pour être en burn-out par rapport à son job? Le burn-out, il vient de toutes les informations qu'on reçoit sans arrêt, sans pouvoir mettre notre cerveau au calme. C'est pour ça que la méditation a pris son essor depuis quelques années, parce que c'est un moment où tu fais silence avec toi. Les animaux, ils l'ont compris, puisqu'ils sont en méditation tout le temps. Et ça, tu l'apprends à travers la com animale, parce qu'en fait, pour rencontrer les animaux, quand tu fais de la communication animale et que tu te mets dans l'état qu'il faut pour communiquer avec eux, tu vas aller sur une espèce de fréquence, on va dire, hein, cérébrale. Alors j'aime pas trop résumer cette partie-là parce que ça a été un peu galvaudé, mais disons, notre cerveau, il a différentes fréquences sur lesquelles il fonctionne, et il y a certaines fréquences qu'on connaît, qu'on utilise notamment dans les thérapies en hypnose que j'utilise avec mes patients.
c'est des fréquences qui vont nous permettre de s'intérioriser, en fait, d'être plus à l'écoute de soi. C'est ce qu'utilise le mindfulness, par exemple, hein, ce qu'utilise le yoga depuis fort longtemps. C'est d'être dans une fréquence cérébrale qu'on a pu mesurer, qui s'appelle la fréquence alpha notamment, mais on en a plusieurs autres, et de pouvoir, dans ces instants-là, se réunir, comme si on ramassait les petites pièces du puzzle là, qui sont exposées partout, et d'être en connexion avec soi, et de pouvoir être en connexion avec l'autre. Et les animaux, ils passent leur temps à se réunir et à se rassembler pour rester sur cette fréquence-là, qui est la fréquence, j'ai envie de dire, de l'enracinement. Et quand on est agité autour de nos animaux, ils passent beaucoup de temps pour essayer de nous ramener. Et en fait, c'est des animaux qui ont une qualité, j'ai envie de dire, de guérisseurs. Presque tous nos animaux qui vivent avec nous sont des guérisseurs, parce qu'ils nous amènent à nous apaiser et à baisser le rythme un peu. Alors, est-ce qu'on communique avec un chien de la même manière qu'avec un cheval, un lapin, une abeille ou une abeille, voilà. Parce qu'en fait, on peut communiquer avec tous les animaux. Est-ce que c'est la même langue d'un animal à l'autre? Complètement. En fait, la communication animale intuitive, si tu veux, ça fonctionne comme ça. Tu reçois des informations à travers ton corps, tes 5 sens, les 5 sens qu'on connaît, mais aussi les sens intérieurs. Hein. On a des sens intérieurs comme la nociception, la proprioception. Donc on va recevoir, on en a 9 en fait de sens en tout, on va recevoir en fait des informations à travers notre corps. Ces informations-là, c'est un peu comme des hiéroglyphes qu'on va devoir traduire. Donc notre cerveau, il va faire Champollion et il va traduire ça en images, en goût, en sensations. Et donc, les animaux, eux, ils vont nous parler toujours avec le même langage émotionnel et de conscience, les mêmes informations. On va capter, en fait, la même chose de la part d'un insecte que de la part d'un mammifère. La différence, elle va être le genre de conversation. C'est-à-dire que quand tu vas parler avec le monde sauvage, les animaux ont des conversations, on va dire, beaucoup plus philosophiques. Moi, j'ai appris énormément depuis toute petite, sur la vie sauvage, sur comment ça fonctionne entre eux, sur l'équilibre de la vie sauvage. Les animaux sauvages, ils sont pas en relation dans leur incarnation avec les humains. Ils sont pas venus pour ça. Ils sont venus pour travailler à un autre niveau énergétique. Et sur l'énergie, ils travaillent avec la Terre, vraiment la Terre Gaïa. Hein. Donc ils travaillent avec l'énergie de la Terre et ils travaillent sur le diapason de la Terre, sur l'équilibre de la Terre, les animaux sauvages. Et puis, les animaux domestiques, eux, ils ont eu une autre mission de vie. Ils ont fait un choix d'incarnation pour être auprès des humains. Et là, ils vont avoir, alors des fois des soucis très humains, des soucis de bien-être, puisqu'ils sont tributaires de nous, hein, pour leur dodo, leur nourriture, leur sortie. Et ils vont avoir d'autres soucis que les animaux sauvages. Et leur discours sera moins philosophique, sera plus proche de discours qu'on peut avoir dans une famille sur tu rentres à quelle heure, qu'est-ce que tu voudrais que je te ramène, qu'est-ce que tu aimerais manger, etc. Qu'est-ce que tu veux dire par discours philosophique venant du discours, entre guillemets, des animaux sauvages? Est-ce que tu as un exemple, une anecdote concrète où tu as reçu un enseignement philosophique d'un animal sauvage? Alors j'en reçois souvent parce que c'est les animaux avec lesquels j'ai le privilège de parler depuis toute petite, plus les animaux sauvages que les animaux domestiques, puisque comme j'ai expliqué au début, on a eu 2 lapins et finalement un chat et finalement plus parce que on avait des problèmes d'allergie dans notre famille. Donc c'était surtout avec les animaux domestiques, les oiseaux, encore aujourd'hui. Hein. Et en fait, les animaux sauvages, oui, c'est ça. Les animaux sauvages sont des animaux qui vont expliquer un peu comment on fonctionne. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir des enseignements de Dalai Lama, c'est-à-dire comment fonctionner dans la Terre, sur Terre. Et un des grands enseignements, c'est les enseignements d'une baleine qui s'appelait Ita, Y-T-A-H. Elle m'a en plus donné son nom et qui m'a raconté à travers plusieurs voyages que certains pourraient qualifier de voyages chamaniques, mais à travers plusieurs connexions, comment je pouvais orienter ma vie, en quoi les humains avaient un rôle à jouer pour la compréhension du monde, en quoi les humains pouvaient aussi élever la conscience du monde, en quoi certains humains pouvaient, par leurs paroles réconfortantes, avant qu'on parle du pouvoir de l'attraction et des choses qui sont un peu modernisées dans l'approche New Age ces dernières années, mais Ita me disait,
tu vois, c'est pas important le nombre de gens qui sont comme toi et qui croient aux animaux. L'important, c'est que quand vous y croyez, vous mettiez plus ça en doute. Et que vous soyez pas toujours en train de douter en vous disant j'ai inventé, c'est pas possible. Et puis vous allez amener du soleil chaque fois que vous communiquez avec un animal, vous rayonnez avec tous les animaux de la même espèce, vous amenez du soleil dans leur vie. Et c'est aussi ces animaux-là qui m'ont appris à ne plus me révolter contre la maltraitance animale. Ah ouais. Parce qu'en fait, pendant longtemps, comme beaucoup, j'étais très en colère quand je voyais circuler sur les réseaux sociaux des histoires de maltraitance. Et au cours d'une conversation avec un des animaux sauvages avec lequel j'ai l'habitude de parler, que ce soit des renards, des blaireaux, Ita ou des éléphants ou d'autres animaux, j'ai dit mais qu'est-ce que je peux faire moi par rapport au massacre des animaux ou des dauphins par exemple, voilà, qui sont pêchés massivement par les Japonais. On a eu tout ce qui s'est passé avec Sea Shepherd qui a beaucoup et tout ce que Paul Watson et les associations comme Sea Shepherd ont fait dans leur vie pour protéger les mammifères marins. Et là, typiquement, je me suis adressée à Ita en lui disant mais qu'est-ce que je peux faire moi perdu de chez moi, je peux donner des sous mais comment je fais? Et Ita m'a dit surtout ne te révolte pas. Surtout ne va pas écrire à d'autres, faire passer les messages, faire passer les images en disant c'est dégueulasse, c'est horrible, c'est révoltant, les humains sont des j'oserais pas dire le des mot. Monstres. Voilà, des monstres exactement. Elle m'a dit surtout ne dis pas ça. Ce que tu dois faire, c'est envoyer vraiment beaucoup d'amour à tous ces animaux qui sont sacrifiés et massacrés. Parce que ce qui est important, c'est le devenir de leur âme. C'est que quand leur âme s'envolera, quittera leur corps au moment de leur mort, même si c'est dans des morts atroces, il ne faut pas qu'elle soit entachée et alourdie par la révolte des humains qui voient ça. Mais il faut que vraiment elle soit allégée, que cette souffrance n'est pas servie pour rien, que ça colle pas l'âme, si je peux dire ça comme ça, parce qu'en plus il y a des miasmes, il y a des égrégores de gens qui sont très fâchés et qui vont se coller, si tu veux, sur l'âme de ces animaux massacrés. Et vraiment, envoie-leur de l'amour, envoie-leur des fleurs, envoie-leur des papillons, parce que ces animaux-là, ils font un vrai sacrifice pour élever la conscience des humains. Mais ils ont besoin d'humains conscients. De leur gratitude. Exactement, qui soient dans la gratitude et qui soient vraiment plutôt dans l'allègement de leur âme et leur permettre de quitter la terre rapidement et sereinement. Et poursuivre leur chemin d'incarnation et de réincarnation éventuellement par la suite, tu vois. C'est très très intéressant ce que tu évoques là. Je te remercie. Ça me permet aussi peut-être de partager ici que quand je mange de la viande, parce que beaucoup de végétariens nous culpabilisent, nous les carnivores, de manger de la viande. Et personnellement, chaque fois que je mange un morceau de viande, je remercie l'âme de cet animal qui a fait don de sa vie pour me nourrir. Donc ça s'inscrit dans ce sens en fait. Ma gratitude probablement est plus utile que la culpabilité de manger de la viande. Oui, et tu pourrais même aller plus loin. Alors je veux pas te donner de leçons, mais tu peux décider à un moment donné que la viande que tu vas manger, c'est une viande dont tu connais les animaux. Et parce que je pense qu'il faut assumer aussi ce qu'on fait. On est chasseur-cueilleur comme personne. Tout le monde ne peut pas manger des petites graines et puis être confortable. Ça c'est indéniable. Mais si on est flexitarien, comme j'ai dit, et pas juste carnivore pour être carnivore, c'est de manger des protéines animales, mais en conscience, et d'aller vraiment chercher des protéines animales qui sont élevées chez des gens qui élèvent leurs animaux en conscience. D'accord. Donc manger de la viande bio, oui, si tu élevée en peux conscience. même aller chercher, il y a de plus en plus d'agriculteurs où tu peux aller chez eux. Alors moi, je mange de la viande de temps en temps, mais c'est que de la viande où je suis allée voir, je vais remercier les animaux, parce que je trouve qu'il faut avoir le courage de voir les animaux qu'on va manger. Je vais remercier les animaux, je vais voir leurs conditions de détention. Et puis je vais acheter quelques morceaux de viande, mais pas pour en manger tous les jours. L'idée, c'est de vraiment faire les choses en conscience. C'est la même chose pour le monde végétal, parce que pour moi, consommer l'animal ou consommer du végétal, bien sûr que l'expression de la souffrance est différente, mais le monde végétal souffre la même chose, avec la manière dont on traite la terre, qui est le substrat sur lequel poussent les végétaux, la manière dont on traite les végétaux eux-mêmes, même
quand on est dans certains, il y a des cultures intensives, hein. Ça veut pas dire que le bio est exempt de tout problème. Il y a toujours ce côté finance derrière, rentabilité. Mais il y a vraiment quelques personnes, je pense à la farine par exemple. Moi, je vais acheter ma farine, je fais mon pain chez des gens qui vont vraiment cultiver en conscience leur champ. Alors c'est clair que ma farine, je la paye plus cher. Dis-nous, c'est qui par exemple? C'est intéressant. Chez qui tu vas acheter ta farine? Alors je vais acheter ma farine dans le coin chez moi, chez Stéphane Détard par exemple, qui moud lui-même sa farine avec une meule en pierre, qui va moudre doucement le grain. Il va suivre tout le processus de A à Z. Donc lui, il va semer du blé ancien dans ses champs. Il va moudre avec sa pierre. Il va mettre en paquet au fur et à mesure. Et sa femme fait des très très jolis paquets. Tout est génial de A à Z. C'est-à-dire tout est fait en conscience, y compris l'emballage. Dans quel village il se situe? Il a Suchy. Suchy, c'est au-dessus d'Yverdon, dans la région, voilà. Et Stéphane Détard, c'est la ferme du Petit Noyer, voilà. Et Stéphane, lui, il propose aussi d'autres produits de collègues, parce que il a une espèce de petite épicerie, un petit magasin, il a un shop en ligne, tout est indiqué sur son site. Et en fait, lui, il fait vraiment les choses en conscience avec des gens qui sont aussi dans le même état de conscience. Et le pain, il a un autre goût. C'est juste autre chose. C'est pas seulement lié à la qualité du blé, mais c'est lié au fait que pour moi, il a de la conscience jusqu'au bout. C'est l'histoire des recettes de grand-mère. Tu peux donner à un bistrot la recette de ta grand-mère, elle aura jamais, même si le bistrot, ça aura jamais le goût de ta grand-mère, même si les ingrédients sont les mêmes, parce que ta grand-maman, elle mettait l'amour qu'elle a pour ses petits-enfants dans la cuisine, en fait. Alors, donc c'est énergétique tout ça, hein, j'en suis consciente, mais... Est-ce que les animaux se réincarnent? Alors, pour moi, clairement, les animaux se réincarnent comme les humains. Alors, je ne veux pas, disons, heurter les consciences quand je dis ça. Chacun et les croyances. Chacun est libre d'y penser, enfin, d'y croire ou pas. Hein, je ne fais pas de prosélytisme. Mais clairement, les animaux se réincarnent d'une vie à l'autre. Et il y a même des âmes animales ce que j'ai appelé, moi, les âmes traversantes. C'est-à-dire des âmes animales qui reviennent dans la vie des humains d'une incarnation à l'autre et aussi entre les vies. C'est-à-dire, quand nous quittons notre corps, on va pas forcément aller boire des mojitos sur une plage ensoleillée dans l'au-delà. Dommage. Voilà, peut-être qu'il y a un bar à mojitos, mais disons, on va continuer notre évolution en tant qu'âme dans l'entre-vie. Et puis, à un moment donné, on va revenir dans la vie terrestre, ou une autre vie, mais parlons de la vie terrestre. Et puis, dans ce moment d'incarnation, souvent, on est accompagné par une âme animale qui va pas forcément se réincarner. Notre chat va pas forcément revenir dans toutes nos vies comme chat, mais qui va se réincarner et croiser notre route à un moment donné et nous accompagner sur un moment clé de notre vie. Mais ça peut être sous la forme d'un lapin. Ça peut être un lapin, et puis ça peut être même dans une même vie. Tu peux avoir plusieurs fois la même âme animale qui s'incarne dans des animaux différents. Je raconte une anecdote d'ailleurs dans un de mes bouquins où clairement, à un moment donné, une dame me dit, mais mon chien, je fais de l'agility avec, j'ai un problème parce que mon chien, chaque fois que je suis devant un obstacle où il y a une espèce de truc avec de l'eau, là, comme une bâche, si tu veux, qu'un petit obstacle, bah, il veut pas passer. Et c'est embêtant parce que chez l'entraîneur, on aimerait bien qu'il fasse ça, même si dans les concours, il n'y a pas, mais il faut qu'il passe tous les obstacles. Mais là, à chaque fois, il plante devant l'obstacle. Et au moment où elle me raconte ça, j'ai l'image, en fait, d'un cheval qui s'interpose, tu vois, qui s'entrecroise, comme ça, s'entremêle avec le petit chien. Et je dis, est-ce que vous avez déjà eu un cheval dans votre vie qui avait les mêmes problèmes, mais sur les obstacles de ce qu'on appelle les rivières, en fait, en parcours d'obstacles? Puis la dame me dit, mais ouais, c'était ma jument. Et je dis, bah, je pense que c'est la même âme. Et là, le chien qui participe à la conversation dit, et oui, d'ailleurs, j'aurais pas pu me réincarner en cheval parce qu'elle veut plus de chevaux. Et la dame me confirme en disant, effectivement, je n'aurais jamais pris un nouveau cheval dans ma vie parce que après mon dernier cheval, j'ai décidé que voilà, je pliais, je fermais la porte aux chevaux. J'avais décidé d'investir dans d'autres animaux dans ma vie, mais je voulais plus monter à cheval et faire des concours hippiques, etc. Donc clairement, cette âme savait que pour revenir dans la vie de cette personne, bah, il fallait choisir
un autre pyjama, comme je dis. Et elle a choisi le pyjama du chien. Donc, est-ce que un chien qui était très attaché à une famille et qui est mort prématurément, est-ce que l'âme de ce chien peut se réincarner sous la forme d'un nouveau chien quelques années plus tard dans cette famille? Quelques années, quelques semaines, quelques mois plus tard, pas forcément comme un chien chiot. Ça peut aussi être un chien adulte qui va faire un autre bout de chemin et de nouveau les âmes se recroisent. Ça, c'est déjà une première chose. Et puis l'autre chose, les animaux, même s'ils ont été très attachés à nous dans une famille, ça veut pas dire que, et nous à eux, hein, ça veut pas dire qu'ils vont forcément revenir dans cette famille. Ils ont peut-être d'autres missions et dans une idée d'évolution de l'âme, parce qu'à chaque incarnation, on va faire une évolution. Toi et moi, on n'a pas été depuis 5000 vies, Isabelle et Fabienne, femmes dans un corps de femmes blanches vivant en Europe. On a évolué dans nos incarnations, on a pris d'autres pyjamas génétiques, comme je dis, pour pouvoir tester différentes choses et évoluer en tant qu'âme, j'entends. Et ben, c'est la même chose pour les animaux. Donc, même si on a très très envie que Mistigris revienne dans notre vie parce que c'était notre chat préféré, et ça c'est légitime, ça veut pas dire que forcément il reviendra dans notre vie, parce que, non pas parce qu'il nous aime pas, mais parce qu'il a peut-être terminé ce qu'il devait faire pour lui dans cette vie-ci, et qu'il a d'autres choses à faire avec d'autres familles ailleurs. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que les animaux viennent dans nos vies, c'est un peu comme les enfants, il y a un double rôle, si tu veux, au niveau de l'âme. L'animal, il vient dans notre vie pour lui, d'abord, et ensuite aussi pour nous aider à faire un chemin, comme nos enfants. En fait, nos enfants, ils viennent dans la vie pour nous aider à faire un chemin, à évoluer, et pour évoluer eux-mêmes. On est dans ce même rapport. Donc, à un moment donné, quand l'animal et l'âme animale quittent la Terre, elle peut ne pas forcément revenir dans notre famille, mais se réincarner dans une autre espèce ou dans la même. Quelles seraient les raisons d'une âme animale de revenir au sein d'une même famille quand quand cet animal est décédé prématurément? Pourquoi est-ce qu'il reviendrait dans le cas précisément de ton petit chien qui était avant un cheval? Alors c'était ce que j'avais commencé, c'est vrai que j'ai pas fait terminer, sur les âmes traversantes. Ah, c'est-à-dire qu'il y a des animaux qui ont une mission de vie, un peu comme les anges gardiens, si tu veux, dans la conception judéo-chrétienne. Ils ont une mission de vie avec nous et ils nous accompagnent d'une vie à l'autre, sous différentes formes animales, mais comme un ange gardien animal. Donc parfois, quand c'est un ange gardien animal et que cet ange gardien animal, il a terminé sa vie, soit prématurément parce qu'il y a eu un accident, soit parce qu'il a vécu le temps donné à son espèce, il peut revenir dans notre vie. Par exemple, ils peuvent revenir dans la vie des gens pour pouvoir les aider à continuer le chemin sur lequel ils étaient, parce qu'il y a des animaux qui viennent carrément pour nous et notre chemin de vie, ça c'est les animaux traversants, et parce que c'est pas terminé, il y a encore peut-être un chemin à faire ou un carrefour à prendre, pour la raison pour laquelle ils reviennent dans notre vie. Il y a des animaux qui disent « je vais revenir dans ta vie, mais pas tout de suite ». Parce que maintenant, j'aimerais bien, ça m'est déjà arrivé assez souvent, maintenant j'aimerais bien que tu prennes du temps pour toi ou bien que tu décides de faire enfin ce dont tu rêves. Alors, je pense à un chien où les gens ont perdu leur chien, c'est un couple, perdu leur chien assez dramatiquement dans le cadre, ils sont partis en vacances, le chien a eu un problème de santé, il y a eu un couac avec la personne qui s'en occupait, le vétérinaire de garde, enfin voilà, une succession de choses qui fait que malheureusement l'animal est décédé, les gens sont rentrés en urgence, mais je crois qu'ils sont juste arrivés ou pas au moment de la mort de l'animal. Et c'était pas du tout attendu. C'est vraiment un cas aigu, qui était parti comme ça. Et le chien, donc les gens m'ont téléphoné, et le chien a dit, post-mortem, il a dit, moi, je vais revenir dans leur vie, mais avant, j'aimerais vraiment qu'ils réalisent leurs rêves et qu'ils partent faire ce voyage humanitaire qu'ils ont dit qu'ils voulaient faire dans leur vie. Et je dis aux gens, c'est marrant, pour moi, on est dans des pays chaud, ça me fait penser à l'Inde, je vois des gens basanés, etc. dans ce qu'ils montrent, et les gens m'ont dit « Ah, ça a toujours été le Sri Lanka, c'est lent, en fait, c'est pas l'Inde, mais tu vois, au niveau physique, faciès, ça ressemble. » Ils ont dit « Oui, effectivement, nous, on avait ce rêve, mais tant qu'on avait notre chien, on pouvait pas l'emmener au Sri Lanka. »
Et ils ont dit, ok, alors on va obéir entre guillemets à ça, à cette injonction. Ça va être l'occasion qui nous est donnée. Donc tu vois, les mystères de la réincarnation, du pourquoi, c'est tellement individuel que j'aurais de la peine, et ça serait pas honnête pour les gens qui nous écoutent, de leur dire oui, c'est toujours pour ça ou pour ça. C'est vraiment très très individuel et très propre à l'évolution de chacun. Mais il y a une petite anecdote que je voulais rajouter. Un jour, je reçois une dame dans mon cabinet avec la photo de son animal défunt, parce qu'à une époque, je consultais aussi les gens venaient avec leurs chiens, carrément, ça c'était sympa. Ou bien je me déplace aussi dans les écuries pour les chevaux. Les champs, on les fait pas trop se déplacer, ils aiment pas trop. Et là, en fait, cette dame, elle vient avec la photo de son chien décédé, et elle me dit, écoutez, voilà, j'aimerais une communication avec mon chien qui est décédé il y a 2 mois ou 3 mois, parce que j'aimerais tellement qu'il revienne dans ma vie. Et mais en même temps, je sais pas trop, elle me dit. Et là, le chien raconte plein de choses. Moi, j'utilise beaucoup les éléments de validation pour être certain, j'en parlerai peut-être tout à l'heure si tu veux, pour être certaine que je suis bien avec le chien et pas en train de sculpter les nuages, comme j'aime à dire. C'est-à-dire en train d'interpréter. C'est ça, ou de sculpter les nuages, ça veut dire d'inventer une histoire, tu vois. Et donc, j'amène certains éléments de validation qui concernent le caractère, les habitudes de vie du chien. La dame me confirme que je suis bien avec le bon chien, que c'est bien son chien qui me parle depuis l'au-delà. Et le chien dit, le problème, c'est pas de savoir si je vais revenir dans ta vie ou pas au niveau terrestre. En fait, ce que j'aimerais, c'est que tu conserves mon urne. Et là, la dame me confirme que le chien n'a pas été enterré, mais bien incinéré. Et qu'on soit ensemble dans la tombe. Et moi, j'étais très gênée de dire ça, donc j'ai essayé vraiment, je suis psy quand même, hein, j'ai essayé de mettre un petit peu des virgules, mais à un moment donné, l'animal insistait beaucoup et je lui dis, est-ce que, voilà, je veux pas heurter niveau croyance, niveau heurter vous-même, est-ce que ça vous parle? Et la dame me regarde, elle a un énorme sourire et elle me dit, Madame, j'ai un cancer en stade terminal. Mon chien vient de me donner le plus beau cadeau. Alors je vais demander que ses cendres m'accompagnent dans la tombe. Et même aujourd'hui, tu vois, j'en reparle des années après, ça me fait des frissons, parce que, bah, tu vois comment on est les humains. Moi, j'étais très gênée de dire un truc pareil. Je me disais, attends, je peux pas lui raconter ça. Et le chien me disait, oui, vas-y, tu peux lui dire. Et en fait, c'était juste ce que la dame avait besoin d'entendre. C'est qu'en fait, le chien serait non seulement là pour l'accueillir dans l'au-delà, mais en plus de ça, ils seraient ensemble dans le départ de la vie terrestre, puisqu'elle aurait son urne avec la sienne, enfin les mélanges des deux cendres. Et justement, est-ce qu'on retrouve son animal après sa mort? Alors nos animaux, ils nous attendent. Et ça, c'est vraiment un message, s'il y a qu'une chose que tu gardes de toute notre interview, garde celle-là, parce que c'est un message d'espoir. Nos animaux, ils nous attendent vraiment dans l'au-delà. On n'est jamais seul, et quelles que soient nos croyances, vraiment nos animaux nous attendent. Et j'ai vécu cette expérience de très près, il y a à peu près 2 ans de ça, 1 an et demi de ça, où face à quelqu'un qui était pas du tout croyant et qui pensait que la mort c'était le vide total, c'est-à-dire que la vie, c'est un tapis roulant, puis à un moment donné tu meurs et puis tu tombes, puis il n'y a plus rien. Et cette personne-là, dont j'étais proche, je l'ai invitée en lui disant, il y a les chats qui sont autour de vous, et ces chats-là, ils vont vous accompagner dans l'au-delà, ils sont déjà décédés, ils vont vous accompagner sur le chemin au moment de votre décorporation, au moment où l'âme quitte le corps, et ils vont vous amener vers le chemin de l'au-delà. Même si vous croyez pas qu'il y a un au-delà, même si vous croyez pas qu'il y a des gens qui nous attendent, que les personnes qu'on a aimées, qu'on est accueillis par nos anges gardiens, par voilà toutes les croyances que l'on peut avoir, suivant de quelle origine on est. En tout cas, les animaux vous attendent et vos 2 chats vous attendent. Et la première chose que cette personne m'a dite, avec qui j'ai eu un contact après son décès, la première chose que la personne m'a dite, c'est « mes 2 chats sont là ». Et c'était juste tellement génial que cette personne ait pu croire au moins que les chats seraient là, parce que je sais qu'à partir de là, le chemin est fait. C'est-à-dire que même si la personne meurt en ayant la conviction qu'il n'y a rien derrière et que la vie s'arrête, point, le fait d'avoir été OK de suivre les chats de son vivant,
Pour moi, c'est de la rédemption, c'est ça la guérison spirituelle. Je savais que c'était gagné, que l'âme errait pas dans le néant en sachant pas, en trouvant pas la suite de son chemin. Combien de temps après le décès d'un animal tu peux communiquer avec son âme? Est-ce qu'il y a un délai Alors, il y a pas de délai officiel, mais ce que je dis souvent aux gens, c'est d'attendre au moins une 40aine de jours. Alors pourquoi 40 jours? Parce que c'est dans mon livre Accompagner son animal en fin de vie, j'explique un peu le cheminement de l'âme post-mortem, mais c'est à peu près le temps qu'il faut pour que l'âme animale fasse les différentes étapes pour rompre les liens avec la terre et la matérialité et pour s'installer dans l'au-delà. Et puis ça permet aussi aux gens, et ça c'est une donnée importante, de commencer à faire le deuil de cet animal qui est parti pour ne pas rechercher le fac-similé de l'animal. Parce que souvent, la question des gens qui veulent parler tout de suite après le décès d'un animal, c'est savoir s'ils vont bien, si l'animal va bien, et savoir quand il revient. Or, l'animal, il n'est pas du tout dans ce trip-là. Il a d'autres choses à faire. Imagine l'âme, en fait, qu'elle soit humaine ou animale, elle arrive. L'âme, c'est quelque chose de plein et d'infini, qu'elle soit animale ou humaine. Et elle doit s'enfiler dans une espèce de combinaison de plongée à la taille du chat, du chien ou du cheval. Et t'imagines la combinaison de plongée, 3 tailles trop petites, et au moins, et sans savon. Et donc, X années après, c'est la même chose pour nous, il va falloir s'extraire de cette combinaison de plongée qui nous a coincés dans ce corps qu'on a eu. Et ça prend beaucoup de temps, en fait, pour s'extraire. Et puis là, on a besoin que les gens qu'on a aimés comme animal, mais comme humain, parce que là, on peut comparer pour les deux, prient pour nous, soient vraiment des êtres qui soient, comment dire ça, plein d'espoir, plein d'amour pour nous, pensent à nous, et pas égoïstement, entre guillemets, dire c'est quand que tu reviens, c'est quand que tu reviens. Parce que, imagine toi en train de sortir de ce truc-là, puis on est en train de te parler d'autre chose alors que tu as juste besoin de soutien et d'amour. Donc les fameux 40 jours, c'est surtout pour apaiser les gens, pour assumer le choc de la séparation, pour être vraiment après à l'écoute de ce que l'animal va leur dire et moins dans la frénésie de c'est quand qu'il revient. Parce que ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est que l'animal, Mistigris, il n'y en aura qu'un seul dans notre vie. Il n'y en aura pas 36. L'animal qui va revenir dans notre vie, c'est-à-dire l'âme qui va revenir dans le corps d'un nouvel animal, ça sera jamais Mistigris. C'est la même âme, mais qui vient faire une expérience dans un autre corps et qui vient pas revivre exactement la même chose. Donc c'est pas le même caractère, c'est pas la même histoire de vie, et donc on doit faire le deuil de notre animal qui a une vie unique. Comme la vie que l'on vit aujourd'hui, elle est unique. C'est voilà, t'es Isabelle, c'est quelque chose qui est unique donné dans cette vie-ci. Donc il faut en profiter à max, parce que bien sûr tu reviendras probablement comme moi, comme tout le monde, dans d'autres vies, mais tu seras pas la même personne. Donc tu feras d'autres expériences, tu seras peut-être un homme, tu habiteras je sais pas où, enfin tu vois. Donc chaque vie est unique, et nos animaux quand ils nous quittent, c'est des animaux uniques qui nous quittent, et ma foi... il faut faire avec le deuil que ça implique. C'est pour ça les 40 jours. Mais dans l'absolu, ça m'arrive de parler aux animaux, surtout dans des conditions dramatiques, par exemple des accidents. Comme l'âme est expulsée très rapidement du corps, souvent elle ne se rend pas compte qu'elle est morte. La mort, c'est vraiment un rêve dont on ne revient pas. Ça, c'est pas de moi, c'est de Patrick Bernsteinas, qui est un alchimiste connu. Et en fait, avec qui j'ai eu la chance de faire des formations. Et en fait, c'est très clair. C'est que quand je suis mort, suivant dans quelles circonstances je suis mort, j'ai pas conscience que je suis mort. Et l'animal qui a été heurté, par exemple le chat qui a été heurté par une voiture, en fait, il va continuer son chemin en pensant qu'il est toujours dans son corps. Et il faut qu'il y ait quelqu'un qui lui dise à un moment donné, écoute, Mistigris, on va reprendre Mistigris, malheureusement, tu es décédé. Tu es mort et tu peux pas revenir dans ton corps, Mistigris. Sinon, il peut montrer... par exemple à quelqu'un, un communicateur qui voudrait rentrer en communication avec lui, ne sachant pas qu'il est décédé, il pourra lui montrer des tas de choses qui sont réelles, parce qu'il continue à vivre virtuellement dans sa vie d'avant, sans avoir conscience qu'il est inanimé. Mais quel est le problème finalement qu'un chat ou un chien pense qu'il est toujours vivant? C'est un problème énorme, parce que d'abord, tu es très seul. Tu communiques comment? Tu vas retrouver ta maison, tu reviens, tu essaies de discuter avec les gens qui sont là, parce que l'âme, en fait, elle va essayer de revenir dans un endroit connu.
Et toi, en tant que adoptant de l'animal, eh ben, tu vas pleurer l'animal, tu vas donc penser beaucoup à lui, énergétiquement, tu vas l'attirer de nouveau vers toi. Et en fait, l'animal, lui, qu'est-ce qui va se passer? Il va te voir, puis il va te dire oui, oui, je suis là, mais au fait, il est pas là. Donc, lorsque l'on est une âme errante, c'est-à-dire lorsqu'on ne sait pas qu'on est mort, et il faut aussi le dire aux humains, les animaux, lorsqu'ils sont décédés, en fait, et qu'ils ne savent pas qu'ils sont décédés, comme les humains, ils errent. Et les âmes errantes ne sont pas des âmes heureuses. En fait, on a besoin, à un moment donné, de pouvoir retrouver une nouvelle maison, si je peux dire ça comme ça, et savoir que c'est notre nouvelle demeure. Mais le no man's land entre les deux, ce que par exemple Daniel Meroy et Anne Givaudan ont appelé la terre d'émeraude, ils en ont fait d'ailleurs un livre très intéressant qui explique cette espèce de no man's land où c'est comme si tu étais dans un terminal d'un avion qui n'arrive jamais. Mais tu peux pas revenir en arrière parce que tu as passé la douane. C'est impossible à vivre. Donc il y a besoin pour la sérénité d'une âme, animale ou humaine, de savoir qu'on est mort. Est-ce qu'un animal peut se suicider? Non, les animaux se suicident pas parce que le suicide, c'est comme la mort, c'est lié à un concept humain. Le suicide chez l'humain, c'est l'idée, la croyance que au moment où on sera plus là, on va arrêter de souffrir, physiquement ou psychologiquement. Alors pour physiquement, j'ai envie de dire 100% ça fonctionne. Hein. Une fois qu'on est mort, effectivement, on souffre plus physiquement. Par contre, psychologiquement, je suis pas sûre que ça fonctionne de l'autre côté. Les animaux, ils n'ont pas cette conception de la mort. Pour les animaux, en fait, la mort, c'est pas la fin de la vie. La mort, c'est passer dans une autre vie, dans une autre dimension. Donc, si tu veux, la mort en tant que mot mort, hein, sens étymologique humain, ça n'existe pas dans le vocabulaire animal. Ça ne veut pas dire qu'ils se réjouissent de mourir. Ils aiment la terre, ils aiment vivre, ils sont enracinés, ils aiment manger, ils aiment courir, ils aiment jouir, ils aiment de la vie, ils aiment courir, enfin, ils sont joyeux, enfin, tu vois, ils profitent, c'est des épicuriens, les animaux, par rapport à la vie quand on leur offre des conditions idéales pour ça. Mais par contre, les animaux, ils n'ont pas une idée que la mort, c'est une fin en soi, ou que, par exemple, si on entend souvent ces anecdotes-là, il s'est laissé mourir pour aller rejoindre son maître. Ça, c'est une vision anthropomorphique complète. Il y a même des films qui ont été faits là-dessus. Parce qu'en réalité, l'animal, il se dit pas, je vais arrêter de manger, comme ça, je vais rejoindre mon maître qui est décédé. Il se dit pas ça. L'animal, il est simplement triste de ne plus avoir son maître, et surtout que personne lui a expliqué que son maître ne reviendra plus. Parce qu'il faut expliquer aux animaux que le maître ou la maîtresse est décédé. C'est pas une évidence pour eux. T'imagines, je prends ma chienne, hein, d'ailleurs, que j'ai adoptée suite au décès de son papy. Alors, la chance qu'elle a eue, ma chienne, c'est que son papy, qui est décédé à domicile, elle voulait sa chienne dans ses bras au moment de la fin de sa vie. Donc, pour ma chienne, c'était très très clair que son papy était décédé. Mais je lui ai quand même répété plusieurs fois, en disant, ici, tu es pas en vacances chez moi, parce que du fait de sa maladie, elle avait dû être placée à plusieurs reprises, donc elle a l'habitude d'être placée à gauche à droite. Je lui ai dit, là, maintenant, je suis ta nouvelle famille, avec mon mari, avec les ânes, il y avait des poules, etc. à l'époque. Eh ben, on va vraiment t'offrir une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie qui commence, parce que ton papy, il n'est pas là, il est dans une autre dimension. Et elle m'a regardée comme ça, plantée sur ses petites fesses, et elle m'a dit, mais c'est très clair pour moi, hein. Et en fait, par la suite, j'ai appris qu'elle avait vraiment vu son papy décédé. C'est la même chose par rapport aux animaux. J'en profite pour faire un aparté, mais c'est important. Les animaux qu'on emmène chez le vétérinaire et qui reviennent pas, soit parce qu'ils décèdent dans une opération, soit parce qu'on les emmène pour les euthanasier. Il faut dire aux compagnons animaux qui restent à la maison que Mistigris, toujours le même, ne reviendra pas, ou Rex non plus. Parce qu'en fait, il ne peut pas savoir. Ils n'ont pas la science infuse, les animaux. Ils ont besoin, comme nous, de voir et de comprendre les choses. Et quand c'est possible, par exemple dans les euthanasies à la maison, je dis aux gens, alors sécurisez l'endroit pour que le vétérinaire puisse faire son travail et vous aussi pour être près de l'animal, mais une fois que l'animal est décédé, si c'est possible, demandez au vétérinaire de ne pas l'emmener tout de suite et laisser les animaux de la maison venir constater que le corps est inanimé. Et c'est assez fou, parce que moi je l'ai même fait avec mes poules. Lorsque un de mes coqs est décédé, tous mes coqs se sont appelés coquilles.
Et le coquille, qui était un coquille très courageux, qui avait eu 1000 vies chez moi, parce qu'il s'était fait attaquer par le renard, il avait survécu, enfin il y a eu plein de choses. Et un jour, malheureusement, Coquille est décédé. Et Coquille, en fait, on l'a endormi parce qu'il était vraiment souffrant et je voulais pas qu'il agonise. Et en fait, j'ai mis son corps au milieu des poules, de mes poulettes. Et c'était très touchant parce que là aussi, on se dit, ouais, c'est une poule. Mais au fait, elles ont une conscience aussi, les poules. Simplement, l'expression de la conscience est différente que l'expression de la conscience d'un mammifère. C'est juste là la différence. Elles sont venues lui rendre hommage. Mais c'était magnifique, c'était tellement touchant. Elles sont toutes venues autour du coquille. Alors certaines l'ont un petit peu piqué pour voir s'il réagissait ou pas. Et puis elles sont parties. Et Coquille, il a vécu une dizaine d'années. Hein. Et il est arrivé dans mon petit troupeau, ma petite famille de poules. Il y avait une poule qui s'appelait Charlotte, qui a vécu elle 14 ans. Et Charlotte était vraiment sa compagne. Ils s'adoraient les deux. Et Charlotte, au fait, l'a veillé, s'est mis à côté de lui. Et l'a veillé toute la journée. Et j'ai dit à Charlotte, les autres sont partis une fois qu'elles ont constaté qu'il était décédé. J'ai dit à Charlotte, quand ça sera prêt pour toi et pour lui, alors je vais te laisser son corps et tu t'en iras. Et j'irai... alors moi, mes poules, je donne le corps au renard. Et voilà. Et je lui ai dit, bah voilà, on ira ensemble, enfin, toi virtuellement, parce qu'elle ne m'accompagnait pas, mais faire une offrande au renard. Exactement. Et aux arbres, et à l'esprit de l'arbre. Et puis en fait, elle est restée, je pense, ouais, presque une demi-journée à côté. Et à un moment donné, elle s'est levée, vraiment, elle était couchée à côté. Elle s'est levée, elle m'a dit, c'est ok. Et elle est partie. Et j'ai vécu ça avec plusieurs morts que j'ai eues, notamment des bébés, un anon. Enfin, j'ai perdu 2 anons et où effectivement on a laissé le corps près des mamans, des ânesses, et en leur disant quand ça sera ok pour toi, alors on emmènera le corps. Comment accompagner son animal en fin de vie? Je sais que ça fait l'objet d'un de tes livres, mais oui. en quelques mots pour nos auditeurs. Alors, je pense que ce qui est important déjà dans l'accompagnement des animaux en fin de vie, c'est de pas trop anticiper. J'ai beaucoup de gens qui m'appellent en disant « Le vétérinaire a trouvé chez mon chat un problème rénal de stade 3, c'est très grave. » Une tumeur, tu vois, n'importe quoi, un problème XY. Et alors, j'ai très très peur, il faut que je voie avec mon animal ce qu'il veut pour la fin de sa vie. L'animal étant beaucoup plus dans l'instant présent et ayant des capacités d'adaptation extraordinaires, en fait, l'animal, lui, il va passer par différentes étapes suite à une maladie ou la vieillesse. Et souvent, nous, on arrive dans des étapes qu'on anticipe par rapport à notre propre mort, par rapport à l'organisation de notre mort. L'animal, il n'a pas besoin qu'on organise sa mort. Ce qu'il a besoin, c'est qu'on s'y prépare, nous. C'est-à-dire que mon travail, ça va surtout, en premier lieu, d'expliquer aux gens que pour l'instant, je ne vais pas lui demander s'il veut être incinéré ou s'il veut être... Oui, mais je comprends que ça soit quelque chose qui préoccupe les gens, mais ce n'est pas la priorité de l'animal. Parce que lui, il est souvent, soit il n'a pas connaissance de sa maladie, soit il n'a pas encore les symptômes et puis, si tu veux, les effets secondaires de la maladie, ou du vieillissement. Donc lui, il va s'adapter sur son chemin, plus ou moins vite. J'identifie dans mon bouquin 4 étapes et je donne pour chaque étape des petits trucs qu'on peut améliorer le bien-être de l'animal. Parce que ce qui va être important, c'est de suivre ce qui se passe, de lui donner le temps et les moyens de s'adapter en modifiant des choses dans son environnement. Et je le fais pour toutes les espèces, chiens, chats, chevaux et nacs. C'est un gros pavé là, accompagner son animal en fin de vie. Mais vraiment pour que les gens aient des trucs, des astuces, des trucs pratiques. C'est pour ça que je les invite à acheter ce livre, dont cela dit en passant, tous les droits d'auteur sont reversés à la cause animale, parce que pour moi l'important c'est que l'énergie circule et que cet argent des livres puisse servir aussi pour les animaux, enfin à la cause animale. Et donc ce que je vais expliquer aux gens, c'est que moi je vais intervenir vraiment dans les derniers jours, c'est-à-dire au moment où le vétérinaire dit là il y a vraiment une souffrance, parce que c'est pas à moi d'évaluer l'état de souffrance, c'est vraiment une évaluation qui doit être faite cliniquement. La souffrance, c'est très compliqué d'évaluer en communication animale, parce que vu que je reçois des choses à travers mon corps, il va faire objet de filtres. Suivant l'état de souffrance que j'ai ou pas, suivant ma tolérance à la souffrance, je vais avoir un filtre qui va faussement interpréter la souffrance de l'animal. Et la communication animale n'est pas faite pour évaluer la souffrance. La souffrance, elle doit être évaluée à un niveau clinique.
C'est-à-dire quand les gens m'appellent en disant est-ce que vous pouvez savoir s'il souffre ou pas, alors je peux demander à l'animal si la situation dans laquelle il se trouve est souffrante d'un point de vue moral, par exemple. Prenons l'exemple d'un chien qui dernièrement atteint d'une myélopathie, traîne son arrière-train et donc peut plus se déplacer par lui-même. Et la question, alors je ne savais pas, mais c'est dans l'entrée de discussion avec l'animal sans avoir toutes ces informations-là, l'animal me dit, je m'ennuie beaucoup, j'aimerais faire beaucoup plus de vélo, j'aimerais courir jusqu'au fond du parc, être libre d'aller et de venir comme je voulais. Et là, la dame me dit, mais c'est pas possible parce qu'au fait, il est handicapé et il peut pas se déplacer. Et d'ailleurs, il fait pas de vélo. Puis je dis, mais écoutez, pourquoi j'ai cette idée de vélo? Elle dit, ah oui, mais c'est vrai, il a un chariot. Et puis comme il peut marcher avec les pattes avant encore, on met l'arrière-train sur un chariot et on le promène. Tu vois, chariot, vélo, c'était sa manière de me faire passer le message qu'il aurait voulu faire plus de promenades, en fait. Et qu'il s'ennuyait dans sa condition. Donc là, on peut se dire qu'il y a une souffrance morale, parce que le chien ne peut plus avoir son autonomie, et la discussion aussi de l'euthanasie, elle doit se faire autant par rapport à la souffrance physique que la souffrance morale. C'est-à-dire à quel moment la vie que j'offre à mon animal est la vraie vie de son espèce. Est-ce que mon cheval, il a une vraie vie de cheval? Est-ce que mon chien, il a une vraie vie de chien? Est-ce que mon chat a une vraie vie de chat? Si je prends les animaux les plus classiques. Et donc, est-ce que mon animal, à un moment donné, il va être d'accord de quitter la terre, non pas qu'il va me dire oui super je vais être euthanasié, ça n'existe pas non plus. Quand les gens disent en communication animale oui votre animal est prêt à partir, mais rien du tout. Les animaux ils n'ont pas envie de mourir, clairement, parce qu'ils aiment la terre, ils aiment la matière et l'incarnation. Eux ils ont pleinement conscience de la chance qu'on a d'être incarné. Ce qui manque quand même à pas mal de gens. Et je dirais dans tout le mouvement spirituel actuellement, je vois beaucoup de gens, et ça m'attriste, qui veulent que être des êtres spirituels alors qu'on est des êtres spirituels en voyage sur Terre, et que la plus grande puissance que l'on a, c'est quand on est dans un corps. C'est juste génial d'être un humain. C'est trop bien. Ou d'être un chien, ou d'être un chat. Mais les animaux, ils ont cette conscience-là. Et ça, ici, ils viennent l'apprendre aux gens en disant, allez, redescends un petit peu et sache que tu es un être spirituel en voyage sur Terre. Donc, tu vas reconnecter avec des choses d'où tu viens. Mais tu as choisi de faire un voyage sur Terre, assume ton voyage sur Terre. C'est une des raisons pour lesquelles j'enseigne pas aux enfants, ni aux ados avec les parents accompagnés, parce que il y a d'abord tout ce travail jusqu'à l'âge adulte d'acceptation d'incarnation qui est tellement difficile et qui est tellement perturbante, parce que je pense qu'il y a un souvenir cellulaire, plus on va avancer en âge, plus on va le perdre, mais il y a un souvenir des cellules de comment c'était quand on n'était pas incarné. Bien sûr, t'as une dimension il y a plus de limite quand t'es pas incarné, mais il y a des choses que tu peux pas faire. Il y a des choses aussi au niveau émotionnel que tu peux pas faire et que tu peux pas développer, et que tu peux développer dans la vie incarnée. Donc les animaux, eux, pour finir l'histoire de l'accompagnement de fin de vie, les animaux, ils ont besoin qu'on se préoccupe d'abord de nous et de comment on va accepter le départ de notre animal. Qu'est-ce qu'on va mettre à la place? C'est-à-dire, est-ce que je suis prête à me dire je peux pas vivre sans chien? Quand j'ai perdu ma première chienne, Mimi, je lui ai dit, tu sais Mimi, je vais pas te remplacer. Elle m'avait dit, je reviendrai pas dans ta vie, j'ai terminé ce que j'avais à faire. Et je lui ai dit, oui, moi je vais pas te remplacer, ça c'est sûr, parce que pour moi tu as une place unique dans mon cœur, mais mon cœur il est assez grand, il est extensible. Mais je peux pas imaginer d'être sans chien. Donc il faut que tu m'aides pour le prochain chien. Envoie-moi un chien que tu trouveras adéquat pour moi, parce que moi je veux pas vivre qu'avec le souvenir de nos balades, etc. J'ai besoin matériellement d'avoir un chien à mes côtés. Et elle m'a dit, alors tu verras, je t'enverrai ton cadeau. Ok. Et mon cadeau s'appelle Dakota. Et si tu prends en langage des oiseaux, Dakota, mon cadeau, et elle s'appelait déjà comme ça. Et c'est donc cette petite chienne dont je te parlais, dont le papy était décédé, que j'ai adoptée, qui avait 7 ans et demi. Et quand je l'ai adoptée il y a quelques années, elle aura 12 ans cette année. Et c'est vraiment un cadeau. Et c'est le cadeau de Mimi. Mais à aucun moment, Mimi m'a dit tu vas quand même pas prendre un autre chien à ma place. Tu vois, il n'y a pas ce côté-là. Elle se réjouissait. Et donc Mimi, finalement, elle avait terminé le temps qu'elle avait avec moi. Elle était tout à fait heureuse que je puisse adopter un nouveau chien.
Mais je m'étais préparée à ça, et le chemin que je fais avec les gens dans l'accompagnement de fin de vie, c'est surtout un chemin que je fais avec eux. Pour ça aussi que de s'improviser accompagnant de fin de vie, d'animaux en fin de vie, je trouve ça des fois un petit peu léger, de dire aux gens, oui, j'ai communiqué que votre animal, il est prêt à partir, parce que l'animal va s'aligner sur son humain. Si l'humain est prêt à lâcher, et il faut pas seulement qu'il le dise intellectuellement, il faut que les âmes s'alignent entre elles. Au moment où l'animal est prêt à lâcher, où l'humain est prêt à lâcher, l'animal va aligner, l'âme de l'animal s'aligne sur l'animal lui-même, et tout se fait. Voilà. Et la mort survient. Mais pour ça, il y a un grand travail à faire pour l'humain. Alors justement, comment éviter les pièges de ces fausses communications animales, probablement faites par des gens sincères, complètement, mais qui sont de l'ordre de l'interprétation et du fantasme plus que d'une véritable communication. Comment nous autres, qui sommes les clients, arriver à percevoir ce qui est juste de ce qui ne l'est pas? Alors c'est compliqué, hein. C'est un gros challenge, surtout à l'heure d'internet et des capacités de pouvoir, embellir un site et montrer des choses qui n'en sont pas vraiment. De pouvoir avoir un joli package, comme je dis, un joli emballage, c'est compliqué. Parce que beaucoup de gens disent avoir été formés par X, Y personnes, etc., dont on ne sait même pas elles-mêmes de qui elles étaient formées. Moi, je dis toujours aux gens, l'important, c'est que vous ayez d'abord des éléments de validation. C'est-à-dire que vous travaillez, et moi, j'enseigne à mes élèves de travailler sans question. Parce que le problème de la question, imagine, tu m'envoies un message en disant, voilà, j'ai telle et telle question pour l'off-ski, tu vas déjà me donner des indicateurs. Et donc le risque, c'est que j'en fasse de la déduction, ce que j'appelle un peu la psychologie du café du commerce, et que, en fait, ça soit des réponses très démagogues, où finalement je vais te dire des choses que tu as envie d'entendre sur la relation avec ton animal, et tout le monde, il est beau, il est gentil. Ou bien que je te donne un message soi-disant délivré par ton animal, aussi souvent démagogique, mais dont tu sauras que faire, mais qui te fera du bien à l'âme, certainement. Les gens sont très sincères, souvent, quand ils sont sûrs qu'ils ont bien réussi les choses. La communication animale intuitive, c'est de la relation d'aide. C'est des gens en difficulté qui font intervenir quelqu'un d'autre dans leur vie parce qu'ils sont en difficulté avec leur animal ou parce qu'ils veulent avoir des nouvelles de leur animal. C'est la même chose que, par exemple, dans une relation systémique, une relation de thérapie de famille, il va falloir entendre tout le monde, et tout le monde a son importance. L'enfant n'a pas moins d'importance que les parents, ni les frères et les sœurs. Et moi, la question que je pose toujours aux communicateurs animalières, interprètes animalières qui disent l'être, c'est est-ce que ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous proposez comme prestation, vous le feriez si c'était un enfant? Et si la réponse est non, alors pourquoi vous intervenez et vous pensez être compétent dans l'intervention en communication animale avec un animal que vous dites aimer le monde animal, vous dites avoir du respect pour lui, et finalement vous faites un travail qui est le même qu'un travail qu'on ferait dans une difficulté relationnelle avec un enfant, où là on attend un spécialiste, quelqu'un de formé, de compétent. Est-ce que c'est moins risqué de le faire avec un animal? Mais alors ça veut dire, est-ce que sincèrement j'aime les animaux? Est-ce que sincèrement les animaux sont les êtres dont je parle, qui sont au même niveau, où il n'y a pas de hiérarchie pour moi entre un animal et un humain? Moi je dis aux gens qui cherchent des communicateurs conscients, parce que je crois qu'aujourd'hui le problème c'est la conscience. Dans tout ce domaine spirituel, ce New Age spirituel qui avance dans tous les domaines, d'un côté c'est très bien, d'un autre côté, il n'y a pas forcément de la conscience qui va avec. Et la conscience, c'est aussi de dire je travaille avec vous sans question. Je vous envoie la photo de mon animal. La plupart du temps, les gens ont besoin d'un support photo, c'est légitime. Mais je vous envoie la photo de mon animal sans aucun cadre. Donc il faut et envoyer. Je vous laisse transmettre recevez. Voilà, exactement. Et je vous laisse me parler et je veux des éléments de validation. Et dans la méthodologie que j'ai créée, ces éléments de validation, elles font partie, c'est des éléments de l'environnement, des éléments des habitudes de vie. C'est quoi le dada, les jouets préférés, les dodos préférés de mes animaux, les habitudes relationnelles. Est-ce que finalement il y a plusieurs animaux avec lesquels mon animal entre en interaction?
Est-ce que il y a plusieurs personnes qui vivent dans la famille? Tu vois, si toi, Isabelle, tu dis j'aimerais que vous rentriez en communication avec Lovski, les gens sont pas censés savoir ni où tu habites, ni s'il y a d'autres animaux que Lovski, qui habitent avec toi, etc., etc. Donc c'est tous des éléments qui sont validables, qui sont très concrets, et qui vont permettre alors à l'interprète animalier, j'aime mieux ce terme d'interprète animalier que communicateur animalier, qui est issu simplement d'une simplification, enfin d'une traduction de l'anglais, littérale de l'anglais. Mais l'interprète animalière, c'est la personne qui va recevoir des informations sans avoir de données techniques autres que le nom, l'âge de l'animal et savoir si c'est un mâle ou une femelle, et le prénom du gardien ou de l'adoptant, et dire, voilà ce que l'animal m'a raconté, voilà où il habite, voilà ce qu'il aime faire, l'histoire des 2 chats dont je te parlais, du chat qui avait 2 maisons dont je te parlais tout à l'heure. En fait, j'ai 2 formations, si tu veux. Il y a une première formation qui s'appelle Murmure des âmes, qui est une formation sur 6 mois qui s'adresse à tous les gens qui sont passionnés d'animaux et qui aimeraient vraiment augmenter le lien d'amour avec leurs propres animaux déjà. Ah, avec leur propre animal. Avec leurs propres animaux, avec la nature en général, parce que non seulement dans ces 6 mois de formation qui se donnent en ligne et où il y a 3 jours facultatifs, optionnels de séminaires intenses sur place dans un milieu naturel, mais pendant ces 6 mois, les gens travaillent en sous-groupe, en binôme, à plusieurs, il y a un forum, je suis présente dans ce qu'on appelle des lives régulièrement, et on va travailler plein de choses. On va développer l'intuition, on va comprendre que la communication animale, c'est une manifestation de l'intuition, comme la médiumnité, comme le magnétisme, comme les soins énergétiques. Et puis on va aussi apprendre l'environnemental de l'animal, à détecter l'environnement, la nature dans laquelle il vit, les endroits qu'il préfère, la communication avec les arbres, la communication avec les esprits de la nature. On va apprendre aussi quelques petits soins énergétiques qu'on peut faire à nos animaux quand ils sont pas bien. Et tout ça, ça va être sur 6 mois et ça s'adresse pas à des gens qui veulent devenir des professionnels. Ça s'adresse vraiment à tout un chacun et c'est la majorité des gens, finalement. Voilà. Et tant mieux, qui ont envie d'ouvrir leur conscience. Et il y a un immense travail qui va se faire entre l'animal qui va nous apprendre plein de choses, nos animaux et nous-mêmes. Et c'est un chemin de vie, en fait, de 6 mois de cheminement qui est extraordinaire et les gens, comme je dis souvent, les témoignages qui sont sur mon site, j'ai pas payé les gens pour qu'ils les mettent. C'est vraiment des témoignages sincères de découverte de soi et pour être en communication et pas faire de la communication. D'accord. Et l'autre formation qui s'appelle Origine, avec un OR comme l'or, c'est-à-dire retourner à notre soi or, c'est-à-dire retourner à nos origines à l'intérieur de nous. Ça s'adresse à des interprètes animaliers, soit qui sont déjà formés à gauche, à droite, soit des interprètes animaliers qui aimeraient le devenir, soit des gens qui n'ont pas encore fait le pas, qui ont fait des formations, mais qui n'osent pas encore s'installer. Et là, alors, l'accent va être mis sur d'autres techniques et surtout sur la préparation à la relation d'aide, c'est-à-dire comment je communique avec des clients dans une relation clientèle, comment est-ce que je peux utiliser la communication animale aussi dans mon quotidien auprès des animaux. Il y a des massages pour animaux, il y a des vétérinaires, des masseurs. Donc voilà, ça s'adresse plutôt à des gens qui sont dans des métiers en lien avec les animaux. Soit la SPA, des vétérinaires. Voilà, à des ostéopathes, des choses comme des gens comme ça. Mais aussi à des gens qui veulent faire de la consultation comme je fais moi, c'est-à-dire être vraiment de la consulte, et des gens qui veulent se professionnaliser. Et à partir de la rentrée, donc de septembre, vraiment, il va y avoir une formation sur 1 an, de suivi très très drillé, j'ai envie de dire. C'est une formation où il faut s'investir en termes de temps et d'énergie pour vraiment faire des pros et qu'il y ait des gens qui sortent de l'école de la conscience avec des vrais outils de consultation et qui puissent faire des bonnes consultations et pas de la sculpture de nuages ou du langage démagogique ou parler comme c'est un petit peu la mode en ce moment des vies antérieures. Alors, moi, j'ai rien contre les vies antérieures des animaux. La seule question, c'est, pour moi, si le chat fait pipi à côté de sa caisse depuis longtemps, qu'il n'a pas de cystite, que le comportementaliste a essayé de changer 3 fois la place de caisse, 3 fois de place, ou même rajouter des caisses, et que le chat fait toujours pipi à côté de la caisse, pour moi, de s'inquiéter de ce qu'il était dans une vie antérieure... C'est pas ça le problème. Disons, le problème, si ça résout le problème, moi, je suis tout à fait OK. Mais si le chat, il continue à faire pipi en dehors de la caisse, on est quand même très embêté parce que la personne, elle aura payé pour une prestation dont elle n'aura pas le résultat, puisque, pour moi,
le travail de communication animale, c'est un travail où on va amener des solutions. Donc, on va trouver le plus petit multiple commun entre un humain en difficulté et son animal, et on va amener des solutions concrètes. Voilà. J'ai aussi entendu dire qu'il y avait des âmes collectives chez les animaux. Les âmes groupes sont en fait des entités qui ne sont pas... Il n'y a pas d'unicité. Par exemple, tu prends une fourmilière, tu vas jamais avoir une communication en dehors de la reine avec la fourmi qui te dit bonjour, je m'appelle Marguerite, je suis la fourmi 3640. Non, en fait, si tu veux, c'est la communauté qui crée en fait l'individu. On va retrouver ça chez les champignons d'ailleurs. Si tu veux, l'individu champignon, c'est pas le carpophore, hein, c'est pas ce qu'on voit, c'est tout le réseau qu'il y a dessous qui est au fait le champignon. Donc, si tu veux, une fourmilière, une termitière, une ruche va fonctionner sur le principe de l'âme groupe, c'est-à-dire que tu vas avoir un ensemble comme un cœur, si tu veux, qui va CHOEUR. Tu vas avoir un ensemble de réponses, mais tu peux demander à un délégué de l'âme groupe de te raconter ce qu'il en est. Alors moi, j'interviens souvent chez les gens qui ont des abeilles, parce qu'en fait, je vais m'adresser aux différentes ruches et aux âmes groupes de la ruche. Alors, je vais m'adresser à la reine, déjà, pour savoir si tout est OK, s'il y a des choses à changer, et ça aide énormément, ça ralentit l'essaimage, parce qu'un des gros problèmes qu'ont les apiculteurs, c'est quand les essaims essaiment, c'est-à-dire que tout d'un coup, souvent quand il y a 2 reines, mais tout d'un coup, tu as l'essaim qui s'en va, et tu peux anticiper ça. Par exemple, pendant quelques années, on a eu des ruches chez nous, et j'avertissais l'apicultrice qui laissait ses ruches en disant « Là, j'ai eu un message, ça va essaimer dans les ruches X, Y, Z pour qu'elle arrive et qu'elle sépare, si tu veux, l'essaim et les 2 reines qui étaient présentes pour que elle puisse récupérer en fait son essaim qui part pas dans la nature. » Et en fait, les abeilles, tu vas pouvoir aussi choisir l'orientation parce qu'il y a ce que nous on pense et les connaissances qu'on a en apiculture, mais tout ce que tu peux faire pour améliorer leur état, c'est-à-dire améliorer l'orientation de la ruche, améliorer l'isolation de la ruche, la qualité du bois que tu choisis dans ta ruche, etc., etc. Mais quand je parle à un ensemble, je parle pas à Maya l'abeille, celle-là je l'ai jamais rencontrée, ou je peux parler à la reine, mais la reine elle va avoir des préoccupations qui sont pas du tout les mêmes que le reste de la ruche. Si tu veux, la reine elle est là pour assurer la survie de la ruche, mais l'organisation de la ruche va être faite par l'âme groupe. Contrairement aux baleines ou aux dauphins, ils ont chacun leur âme. Oui. C'est des âmes individuelles, d'accord. Oui, mais alors je sais pas effectivement s'il y a une âme individuelle dans chaque fourmi. Ce que je sais, c'est qu'en tout cas, dans le fonctionnement, on est vraiment sur une énergie commune. D'accord. Si tu veux. Et puis, moi j'ai l'impression des fois, si tu veux, que les insectes ou ces âmes groupes, elles représentent ce que nous on était à l'origine. Tu vois, si on prend dans l'autre sens, on se dit on était une unité, puis ensuite on est venu faire une expérience et on s'est individualisé. Donc je vais pas mettre ça sur une hiérarchisation non plus en disant que finalement les insectes c'est plus bas que les humains, pas du tout. Mais on est vraiment sur quelque chose qui est de l'ordre de l'unité totale où l'important c'est pas l'individu, tu vois, en termes d'ego. L'important c'est le fonctionnement du tout. Et ça, c'est d'une richesse exemplaire, parce que sinon, on pouvait fonctionner comme ça, plutôt que d'être sur un fonctionnement propre. Mais en fait, la Terre, elle tournerait génialement. Parce que si chacun réfléchit au bien de la collectivité, on fonctionne comme une âme groupe. Donc, il n'y a plus de raison de se faire la guerre, et toutes les guerres qu'on peut voir déjà au niveau au sein de notre famille, pour des histoires d'ego. C'est un autre sujet, peut-être. Mais je vais raconter une petite anecdote par rapport aussi, parce que des fois, on pense que tous les insectes, c'est des âmes groupes. Et en ce moment, sous nos latitudes, on a des grosses, comme une espèce de gros bourdons tout noirs, qui ont un nom, c'est une forme d'abeille, au fait. C'est pas le frelon asiatique? Non, pas du tout. Lui, il est pas tout noir, il est noir et jaune. Non, c'est une espèce de grosse, c'est magnifique. C'est comme un gros bourdon avec des ailes bleutées et en fait qui font leur vie d'insectes, qui vont pondre et qui sont des individus individualisés. On n'est pas sur une idée d'une ruche, tu vois, ou non plus sur une idée d'un nid de guêpe avec une équipe de guêpes. Et là, l'autre jour, il y a un de ces bourdons abeilles là qui s'est perdu chez moi à l'intérieur.
et voilà, que j'ai sauvé pour le remettre à l'extérieur, et qui me dit mais moi j'ai pas la force de m'envoler. Et il battait des ailes, effectivement, il était comme ça, il décollait pas. Et je lui dis t'as besoin de quoi? Et il me dit bah je sais pas, il faut me donner des forces. Ça tombait bien, je venais de recevoir des ananas bio, tout beau, tout ça, et donc j'ai coupé l'écorce en laissant tu vois encore de la chair, et j'ai dit si je te mets là-dessus ça te va? Et il me dit écoute ça y est, ça sera top. J'ai dit bon ben je te laisse aller 2 heures là-dessus, j'ai mis au soleil, etc. Et j'ai dit je te mets 2 heures là, si ça va pas je te reprends dedans, mais bon tu vois t'as pas trop ta place dedans, donc tu seras mieux dehors. Et au fait 2 heures après je suis revenue et il était plus là. Et ça je te parle de cette semaine. Et là, ce matin, je vais sur mon balcon, c'était aux alentours de midi, et tout d'un coup, je repense à cette espèce de grosse abeille noire velue magnifique, et je me dis, bah tiens, je me demande ce qui est devenu. Et tu crois ou tu crois pas, mais vraiment instantanément, venue de nulle part, arrive cette grosse abeille bourdon, qui tourne autour de moi comme ça, et je lui dis ah mais je suis tellement contente, au fait tu as survécu, et l'ananas t'as bio du Ghana t'as convenu. Et puis il m'a dit bah c'était juste il ou elle, je sais pas, c'était juste ce dont j'avais besoin, je te remercie beaucoup. Et j'étais là, et ben moi aussi je te remercie parce que tu vas polliniser mon jardin, et comme ça on s'est rendu service. Parce que c'est des excellents pollinisateurs, donc et en plus c'est des pollinisateurs qui aiment bien tout ce qui est pois de senteur, donc aussi les haricots, les petits pois. Et comme je vais en planter tout bientôt, et ben voilà, il m'a refilé un petit coup de main pour la pollinisation. Dis-moi, ton histoire va en décourager plus d'un à sortir la tapette à mouche ou la godasse pour écraser un insecte ici ou là sur la table. Qu'est-ce que tu aurais justement comme conseil? On arrive vers l'été, on va être maintenant embêté par les guêpes, les moustiques. Ouais. Alors évidemment, on n'a pas envie de culpabiliser chaque fois qu'on écrase un moustique non plus. Est-ce que tu aurais un conseil nous donner pour traverser cet été et les attaques de mythes, enfin tout ce qui est aussi de l'ordre du vivant dans le monde des insectes? Qu'on puisse traverser cette époque le plus respectueusement possible. Alors je pense que surtout l'état d'être dans lequel on est fait qu'on est embêté ou pas. Parce que honnêtement, moi, les abeilles, les guêpes m'embêtent jamais. Parce que je suis pas dans un état de stress vis-à-vis d'elles ou c'est un nuisible et j'en veux pas. Donc voilà, ce que je fais, moi, je négocie avec les guêpes par exemple. Alors les guêpes, ça sera un petit peu plus tard, ça sera plutôt en août. En leur disant, je te mets un petit bout de ce qu'il y a dans mon assiette, mais mon assiette, j'aimerais bien manger tranquille. Et effectivement, au bout de la table, je vais leur mettre de quoi se nourrir. Et généralement, ça fonctionne très bien. Après, j'ai envie de dire, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. C'est valable pour toutes les espèces. Ça ne veut pas dire que s'il y a plein de moustiques, je leur sers de menu, tu vois, volontairement. Je vais mettre des répulsifs, des choses qui vont permettre aux animaux, enfin aux insectes, de pas me trouver attractive, on va dire. Après, il arrive qu'effectivement, j'utilise aussi la tapette, j'ai pas de honte à le dire. Mais avant, j'avertis les mouches. Je vis dans une ferme, il y a des animaux, donc on a des moustiques. Dans 5 minutes, je vais sévir. C'est exactement ça. Je sors ma tapette, je la pose sur la table et je dis, voilà, maintenant t'as le choix. Donc je t'ouvre la fenêtre, mais là ça va pas le faire parce qu'il y a un moment donné où ça fonctionne plus. C'est la même chose avec les souris. On a beaucoup de souris. Ah bah oui. Et donc le problème des souris, c'est que si tu pièges une souris vivante, soit tu vas la porter au moins à 3 km parce que sinon elle revient. C'est ça. Soit à un moment donné, tu t'en débarrasses entre guillemets, c'est-à-dire tu es obligé de la tuer. Alors moi j'ai acheté des pièges qui sont très efficaces que j'aime pas utiliser. Mais là aussi, je dis aux souris, je peux pas vous garder parce que le problème, c'est la contamination. Ça contamine la nourriture de mes animaux, même si je fais au plus propre. Tu vois, ça urine partout. Après, mes animaux sont malades, etc. Donc, il y a un moment donné où il faut de la régulation. Malheureusement, j'ai pas de chat. Parce que finalement, quand on a un chat, on laisse la régulation aux souris. En fait, les pièges, c'est comme des espèces de tunnels. Et en fait, elles sont vraiment guillotinées sans qu'on leur coupe la tête, mais elles meurent sur le coup. Tandis que les autres pièges, les tapettes, elles peuvent se prendre une patte ou autre, et ça, c'est horrible. Alors, j'aime pas faire ça du tout. À chaque fois, je dis la même chose. Je dis que je suis désolée.
vraiment, je leur ai déjà dit avant, et que je leur souhaite vraiment une joyeuse incarnation, et je me moque pas quand je dis ça, idem aux mouches, et en leur disant, mais vraiment, je souhaite que vous puissiez vous réincarner dans une autre vie où vous n'aurez pas besoin d'être tué par des humains, mais tu peux pas dire aux animaux, allez vivre ailleurs, tu vois, Ouais. c'est chez eux, Ouais, si tu veux. Et si les souris se reproduisent chez moi, c'est parce qu'il y a le grain pour mes animaux. Tu vois, bon, quand j'avais les poules, maintenant j'ai des équidés. Donc, je peux pas les empêcher de proliférer, là. ouais. Je veux pas je veux pas non plus les empoisonner parce que je trouve que c'est des morts horribles. Tu vois, il y a des poisons, voilà, qui créent des hémorragies internes, des choses. C'est beaucoup de souffrance. Mais je protège, disons, les lieux de vie. Parce que sinon, tout est contaminé. Et franchement, les crottes et la pisse de souris, il y en a partout. Et c'est pas viable. Mais je ne le fais pas avec plaisir. Comme je disais, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Par contre, il n'y a pas de possibilité de négocier. Parce qu'un jour, il y a une dame qui me dit, alors c'était chou, elle me dit, je suis envahie de punaises de lit chez moi, est-ce que vous pourriez parler avec mes punaises de lit? Puis j'ai dit, mais écoutez, moi, je suis navrée pour vous, parce que alors, les punaises de lit, c'est clair que c'est très compliqué à vivre, mais à aucun moment, je peux dire à une punaise de lit, il faut que tu ailles voir ailleurs, parce que déjà, j'ai pas à l'envoyer chez les voisins. Et puis, la punaise de lit, elle va pas partir de son garde-manger. Je veux dire, elle a un garde-manger sur place, nickel. Ouais. Donc j'ai dit, vous savez, le seul moyen de parler aux punaises de lit, c'est d'utiliser une entreprise qui désinfecte, parce que malheureusement, vous pouvez pas accepter la prolifération des punaises de lit. Et la communication animale, et je terminerai peut-être là-dessus, elle n'est pas là pour asservir encore une fois de plus le monde animal au monde humain. La communication animale, c'est pas pour dire aux animaux de faire des choses qui nous intéresseraient à nous. Et qui serait utile pour nous. Je vais pas dire au chien d'arrêter d'aboyer parce que quand il voit passer un vélo ou lui courir après, je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe chez lui puis qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place. Mais je vais pas lui dire ne fais pas ci, on ne fait pas ça. Parce que si on utilise la communication animale qui est un cadeau que le monde animal nous offre pour avoir une meilleure compréhension de qui on est et de comment fonctionne la nature et le vivant, et si de nouveau c'est un moyen d'asservir un monde animal, minéral ou végétal au desiderata humain, pour moi on a raté la mission de la communication animale. Donc voilà, non, je vais pas dire aux punaises de lit qu'il faut qu'elles quittent le lit de cette personne. Je vais dire à la dame qu'elle peut leur dire qu'elle est désolée de devoir les tuer, mais qu'elle vienne avec une entreprise. C'est ça, qu'elle peut pas vivre avec les punaises de lit. Je trouve très très intéressant et c'était bien qu'on en parle, ces exemples d'insectes, parce que ça montre que tu peux être à la fois dans l'amour et le respect du vivant, mais en même temps, on doit aussi poser nos limites par rapport à des priorités. Comme tu dis, tu es obligé de te débarrasser de tes souris pour respecter la nourriture de tes animaux. Et la mienne aussi, en l'occurrence, parce que... Et que tout se trouve dans ce juste milieu entre respecter son équilibre personnel et celui de la vie qui nous entoure. Exactement, il y a ça, et surtout le bon sens terrien. Ce qui fait aussi peut-être la particularité de qui je suis, c'est que je viens de la terre, je suis dans la terre, parce que là je vis dans une ferme qui est en agriculture biologique depuis 25 ans, donc tous les jours je suis avec les saisons, avec la nature, avec la terre, avec ses difficultés, je suis ancrée si tu veux. Et j'ai une conscience de la réalité, en fait, que ce fameux bon sens terrien qui existait à un moment donné et qui demande à être enseigné aujourd'hui. Parce que le problème, c'est souvent que quand on vit dans la ville, en ville, alors c'est pas un reproche pour les gens qui vivent en ville, au contraire, mais on a une tendance, un peu une idéalisation de la nature, une idéalisation de la terre. Mais le monde de la terre, c'est difficile. C'est pas seulement difficile. Bien sûr, on entend les agriculteurs qui se plaignent d'un point de vue pécunier, mais c'est difficile en termes de saison. Il fait froid, il fait chaud, ça change. Il y a une adaptation continue. Quand on est proche de la terre, et comme je le vis au quotidien, tu dois t'adapter tout le temps. Comme le font les animaux, comme le fait la nature, et tu peux pas faire autrement. C'est pas toi qui fais la loi parce que t'es un humain. C'est vraiment la nature qui va, elle, t'emmener dans le cycle qui est le sien,
le problème des changements climatiques, pour moi, c'est pas une question de révolte. CO2. Ouais, oui, non, mais c'est pas surtout une question de savoir si je suis pour ou si je suis contre. Si je suis juste, j'ai pas le choix, je m'adapte. Parce que j'ai pas d'autre choix que de m'adapter, d'adapter mes cultures, mes plantations, de faire en sorte que tout puisse contribuer à ma survie et celle de mes animaux et des espèces, comme d'ailleurs les arbres vont s'adapter, comme tout le monde s'adaptera ou pas. Mais disons, pour moi, le problème principal aujourd'hui des changements climatiques, c'est la rapidité avec laquelle ça se passe. Mais des changements climatiques, il y en a eu dans l'histoire de la Terre tout au long de la Terre. Donc le problème, il n'est pas tellement là. Il est dans le laps de temps qui est donné, parce que c'est clair que, par exemple, pour renouveler une forêt, il faut quand même un certain nombre d'années, voire de siècles, et puis que là, on laisse pas le temps. Mais ceux qui auront le plus de peine à s'adapter au changement climatique, c'est les humains, en premier lieu. Les animaux, ils s'adapteront. Le monde végétal s'adaptera à son rythme, mais de toute façon, le monde, la nature a un rythme marathonien. Nous, on a un rythme de sprinter. Et comme sprinter, on va se prendre le mur, alors que comme marathonien, si on passe sur un mode marathonien, on apprend que à chaque jour suffit sa peine. Et c'est aussi ça que le monde animal, minéral, végétal vient nous apprendre. C'est à être dans une acceptation de ce qui est, plutôt que dans une révolte de ce qui est, et puis de faire au mieux dans l'instant et au niveau de conscience dans lequel on est à l'instant T. En fait, on peut tous évoluer au niveau de notre conscience, ça c'est le grand message peut-être à passer, et puis on ne peut pas se reprocher. Moi, je ne me reproche pas de qui j'ai été à un moment donné avec mes animaux. J'ai fait des choses, si je regarde, je me dis aujourd'hui je les ferais différemment. Mais au moment où je les ai faites avec le niveau de conscience que j'avais, qui était le niveau de conscience le plus élevé de ce moment-là. Et le propre de l'humanité, pour moi, c'est d'élever sans arrêt son niveau de conscience pour peut-être arriver, je ne sais pas si on y arrivera un jour, au niveau de conscience de la nature. Parce qu'elle nous dépasse d'un bon bout. Voilà, merci en tout cas. Merci, chère Fabienne Maillefer. On va terminer cet entretien sur ces dernières paroles pleines de sagesse. Merci infiniment. Je t'en prie, merci à toi.